Parmi tous les digital nomades que j'en ai rencontré beaucoup dans mes voyages, la majorité sont soit perdus, soit en fuite de quelque chose. J'étais née pour être entrepreneur et que ça allait fonctionner, ça n'a jamais été un sujet de doute chez moi. Ça va fonctionner, je sais pas quand, ni comment, ni dans quelle deadline, de quelle manière, mais j'ai cette intuition qui me dit que ça va le faire. À quel moment on trouve ça normal de vendre son audience à des annonceurs, mais on trouve pas ça normal de vendre des méthodes à son audience? On nous a appris à être dans une logique de croissance. Et je pense que même si on est entrepreneur, on est conditionné par cette logique de, dans la vie, il faut avoir ce truc de croissance en fait. Plus l'entreprise grandit et plus tu peux avoir des leviers que tu n'avais pas avant en fait. Jusqu'à combien d'abonnés je suis prêt à aller? Est-ce que 1 million, c'est pas en fait déjà trop? On n'est pas câblé pour recevoir autant de jugements. Moi jamais j'aimerais la vie de Squeezie, tu vois. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait tout un marché d'avatars plus beaux que toi que tu peux utiliser pour te créer un persona sur les réseaux sociaux et pour cartonner. Mais vous êtes des tarés. On va faire de la thune avec tout ça. Ah, pourquoi pas? Attends. Salut, c'est Antoine. J'ai créé une fiche récapitulative qui résume tout ce qu'on a dit. Les moments forts, les meilleurs conseils des invités, leurs recommandations de livres et d'outils avec tous les liens. Tout est déjà là et t'as rien à faire. Pour télécharger cette fiche, clique sur le premier lien dans la description si t'es sur YouTube ou en toi sur yumpodcast.com. Il te suffit d'entrer ton email et je t'envoie ça tout de suite. Le lien est dans la description ou sur yumpodcast.com. On retrouve nos invités. Ok, bonjour, bienvenue dans Yum. Je suis aujourd'hui avec une nouvelle équipe. On a Manon Tournant qui a un podcast qui s'est fait connaître via LinkedIn récemment, qui aide les entrepreneurs à mieux gérer leurs émotions. On a Ulysse Lubin, l'explorateur de LinkedIn. Faudra que tu nous expliques ce que ça veut dire. On a Aline Bartoli du fameux podcast Je peux pas, j'ai business, excellent podcast pour les entrepreneurs. Et on a Félix, mon associé. On a créé ensemble une boîte qui s'appelle La Forge et qui libère les entrepreneurs des tâches administratives. Est-ce que ça va? Au top. Oui. Mal réveillé, mais ça va. Je voulais commencer par un sujet un peu étrange. Je sais pas si vous avez vu ça. Je vais partager mon écran pour ceux qui regardent sur YouTube. Je voudrais qu'on parle un peu des deepfakes et de ce qui est possible de faire maintenant avec l'IA et toutes les retombées incroyables que ça pourrait avoir à la fois dans nos métiers, mais aussi les risques et les dangers qu'on peut imaginer. Je vais juste partager mon écran pour qu'on puisse regarder un extrait. C'est assez bluffant. Be Nick the studio manager. Look, I'm Nick the studio manager right now. I could also be Tom, the music composer. And what's crazy is even if you go back and watch what I just showed you frame by frame, you likely won't be able to tell. Let me explain how on earth we did this. Mais quoi? Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est incroyable. Pour ceux qui sont en audio, c'est une vidéo de Johnny Harris. C'est un journaliste américain qui s'est filmé en train pour parler justement des deepfakes. Donc les deepfakes, c'est on peut mettre la tête de quelqu'un d'autre sur une vidéo de quelqu'un. Et alors ça demande quand même de l'entraînement. Hein. Il s'est entraîné avec ses collaborateurs dans son studio pendant 2 semaines. Et en gros, il parle et pendant qu'il parle, il y a son visage qui change et c'est le visage de ses collaborateurs qui apparaissent à sa place. Et c'est incroyablement bien fait. Ce qui fait que si on n'avait pas vu le visage se changer pendant la vidéo, il aurait pu faire toute la vidéo avec le visage d'un collaborateur. Je pense que tout le monde y aurait vu que du feu. Donc ça nécessite encore là, tu vois, de la préparation. Ils ont dû le faire dans les mêmes conditions d'éclairage et tout ça. Mais quand on voit qu'il y a des célébrités qui ont énormément évidemment de vidéos d'elles sur Internet, on a déjà des exemples, des mecs sur TikTok par exemple qui s'amusent à se filmer avec le visage de Tom Cruise et l'effet est bluffant. Et qu'est-ce que vous en avez pensé vous quand vous avez vu ça? C'est bien, tu vas pouvoir partir à la retraite, Antoine. Tu vas engager quelqu'un pour faire tes vidéos, on va mettre ta tronche et c'est bon quoi, tu vois. Donc premier réflexe, c'est tu te crées un avatar. Comme ça, tu peux prendre des vacances et continuer à faire du contenu vidéo. Bah t'imagines pour te faire toutes tes vidéos de TikTok, là, les séries où c'est un peu répétitif, ou en tout cas c'est pas forcément le truc où tu vas apporter le plus de valeur, mais que tu dois quand même les faire. Moi je trouve ça assez dingue. Est-ce que vous le feriez? Si vous aviez un outil comme ça qui vous permet de taper du texte et d'avoir votre avatar nickel qui le prononce avec votre voix devant une vidéo, est-ce que vous l'utiliseriez? À 200%, je pense. Sans hésiter. C'est bien, tu sais, les jours où t'as la... J'étais sûr que allait... Moi, pour mon business, non. Je pense que ça dépend du type de business. Tu sais, pour les jours où t'es mal réveillé et où t'as juste pas envie de te foutre devant une caméra à 8h du matin. Et bah, tu te mets pas devant la caméra. Ah, je sais pas, c'est horrible, là. Ouais. Je trouve ça effrayant, moi. Attends, t'imagines... En fait, ça veut dire que t'as plus le contrôle sur ton image, zéro de rien, quoi. N'importe qui demain. Après, il y a peut juste les faire, dérives sont hyper flippantes. Hein.
Le truc, c'est que si toi, tu peux le faire, a priori, n'importe qui peut le faire. Et donc, n'importe qui peut te faire dire ce qu'il a envie ou te faire faire ce qu'il a envie. Et c'est ça, la crainte numéro 1, je crois, qu'il y a autour des deepfakes aujourd'hui. C'est d'abord la désinformation. Tu peux créer des fausses vidéos de personnalités qui disent des choses qu'ils n'ont jamais fait ou jamais dit. Et donc, forcément, on imagine tout ce que ça peut créer en termes d'angoisse. Mais je suis pas sûr que ce soit un tel problème que ça, parce que aujourd'hui, on peut déjà monter des images, faire des fausses images depuis des décennies, et ça a pas forcément changé le cours de l'histoire. Le texte aussi, évidemment, n'importe qui peut écrire du texte et dire c'est un tel qui l'a dit. En fait, ce qui compte, ce qu'on regarde surtout, c'est la source. C'est qui a dit ça, qui a posté ça, d'où vient le compte qui a créé ça. Et donc, je pense que la source va devenir de plus en plus importante, et peut-être que les systèmes de vérification qu'on trouve sur les réseaux sociaux vont devenir cruciaux. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment cette personne qui a posté la vidéo, plutôt que qu'est-ce qui se passe dans la vidéo? Mais le problème, c'est que même s'il y a les trucs de vérification, c'est un peu comme les fake news et tout, c'est que même si des fois tu sais que c'est pas vrai ou que c'est pas vraiment la personne qui l'a dit, ton image dans la tête des gens, elle est déjà associée à ça. Et en fait, peu importe si c'est vrai ou si c'est faux, pour les gens, c'est réel. Le message est dit et le message est intégré. Au début, oui. Si on imagine que maintenant, là, aujourd'hui, il y a une vidéo de toi qui dit une dinguerie sur Internet, là, on n'est pas encore habitué à ce genre de truc. Mais on peut imaginer, tu vois, il y aura une phase d'adaptation où il va y avoir plein de problèmes. Mais je pense qu'on peut imaginer si dans 5 ans, on peut faire des deepfakes de n'importe qui extrêmement bien faits et les poster en illimité sur Internet, on peut imaginer qu'il va y avoir un tel flot de faux contenus que, en fait, ce sera considéré comme normal, en fait. Chaque créateur connu aura de deepfakes de lui. La plupart des gens l'utiliseront probablement pour faire des mèmes ou des trucs marrants. Et en fait, ce sera considéré probablement comme quelque chose de normal et comme quelque chose qui ne doit pas être pris au sérieux, peut-être. Ouais, peut-être. Je sais pas si... Après, sur le plan juridique, il y a déjà moyen d'attaquer des gens qui utilisent ta tronche, mais ça va se renforcer encore. Ça va se renforcer avec les années. Mais Internet, regarde les mèmes. Mais bon, les mecs, tu leur envoies une lettre d'avocat, ils commencent à flipper déjà. Et à partir du moment où ton image, elle t'échappe, il y a un mème de toi qui sort sur Reddit et commence à être utilisé par des millions de personnes, par des mecs au Congo, par des mecs au Brésil. À quel moment tu vas commencer à attaquer tout ça? Il y a un moment où ton image, en fait, elle t'échappe et où c'est Internet, quoi. Je trouve qu'il y avait aussi un sujet qui était hyper important, qui était soulevé justement par le journaliste plus loin dans la vidéo. Je sais pas si vous l'avez regardé jusqu'au bout. C'est justement parce que le deepfake va devenir tellement réaliste et que même si on sera dans des stratégies plutôt curatives de ok, ça c'est faux, on l'a repéré, on supprime, blabla. En prévention, en fait, ça va nous faire remettre en doute le moindre contenu qu'on regarde. On va se demander est-ce que c'est un contenu legit, tu vois. Ulysse, tu disais, est-ce que moi jamais j'utiliserais ça? Et peut-être qu'au bout d'un moment, si tout le monde l'utilise en tant que créateur de contenu, les gens vont de base assumer que toi tu fais la même chose aussi, si ça se trouve. Et donc, on va pouvoir remettre en question tous les contenus qu'on voit sur Internet en disant est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est pas un vrai et tout. Il y aura une notion d'authentification, je pense, qui va devenir importante. Les créateurs devront être authentifiés d'une façon ou d'une autre. Peut-être que c'est à ce moment-là que les NFT vont vraiment s'avérer quelque chose au passage. C'est exactement la réflexion que je me suis faite. Ouais, tu vois, ça permettra d'avoir un seul toit. Et personne d'autre pourra créer un autre toit parce que ton toit a été enregistré en premier comme un nom de domaine. Si tu vois que, je sais pas, lemonde.fr a posté un article, tu sais que l'article est vrai, pas parce qu'il y a le logo du Monde sur le site, mais parce qu'il y a marqué lemonde.fr dans ton navigateur et tu sais que c'est leur authentification et que personne d'autre peut obtenir le même nom de domaine. Donc, il va y avoir de la technologie probablement. Tu vois, c'est un problème technologique et souvent les problèmes technologiques, la réponse, c'est une solution technologique. Et là, on a le problème technologique qui arrive. On n'a pas encore la solution technologique, on n'a pas encore forcément imaginé, on l'a pas encore mis en place. Et je pense qu'elle viendra. Il y aura simplement un délai entre les deux où ce sera probablement chaotique. Non, j'allais juste conclure en disant il est là, le problème, c'est qu'on rentre dans ce moment chaotique où la législation et les moyens technologiques de nous accompagner là-dessus n'existent pas encore. Ils sont encore à créer ou en cours de création. Mais c'est comme tout, d'abord il y a les innovations et ensuite il y a les réponses derrière. C'est impossible à réguler en fait. Tu peux pas si donner accès à une tu mets la technologie. pression Genre si sur demain les t'as une app, plateformes. tu cancelles. C'est-à-dire mais comment tu pourras savoir en fait? Le switch, c'est de rendre responsables les plateformes, tu vois. C'est ce qu'on a fait, avec les données personnelles pour Facebook, etc. C'est de rendre responsable l'utilisation de fake sur les plateformes. Et là, je peux dire que ça rigole plus en fait. Ça fait penser, il y avait un livre où tu avais des transhumanistes et en fait versus les bioconservateurs, tu vois.
C'était juste, en fait, t'avais un label si t'étais juste un humain normal, quoi. J'ai l'impression que ça va devenir la même chose sur les contenus sur Internet plus tard, quoi. C'est-à-dire que tu seras presque hype si c'est juste toi qui fais ta vidéo, tu vois. Bah même de toute façon, l'IA va probablement nous obliger à passer par là, que ce soit par le texte, par la vidéo, par l'audio. L'IA, sa force, c'est d'imiter les humains, en fait. Et donc, en retour de ça, les humains vont devoir s'authentifier d'une manière ou d'une autre pour prouver qu'ils sont pas des IA. L'IA pourrait très bien juste demain inonder toutes les plateformes de contenu. Si elles sont capables de faire au moins aussi bien que du contenu divertissant fait par un humain, tu vois, tu vas te retrouver instantanément en concurrence avec des milliards de vidéos qui sont générées hyper vite. Et du coup, comment tu tires ton épingle du jeu là-dessus? Et en fait, ce sera juste en étant humain, quoi, en disant, bah si, je suis un vrai humain qui vit des trucs et qui raconte des vraies histoires, tu vois. Ouais, va falloir se démarquer par des choses dans lesquelles l'IA n'est pas très forte. Tu vois, tu prends les chaînes comme Lama Fâché, par exemple, ou les chaînes de contenu un peu poubelle ou de contenu un peu usine. Ça, c'est des trucs qui vont être générés par IA. Et je pense que même les textes, des textes inspirants, moi, j'ai fait générer un article inspirant par ChatGPT. J'étais bluffé, quoi. C'est un truc sur LinkedIn, ça fait 200 likes, quoi. Et tu te dis, bon, bah voilà, là, probablement que sur LinkedIn, t'as des créateurs nazes qui postent du super contenu et qui font tout écrire par l'IA et qui sont juste bons en prompt. Et en fait, c'est OK. Il faut accepter qu'on entre dans ce monde-là. Je pense qu'en effet, il y a des types de contenus qui seront un peu plus résistants, des contenus où tu racontes ton histoire, des contenus type ce que fait Lena Situation, par exemple, ou des contenus vlog, des trucs où tu vas plus être dans l'expérience que dans simplement le pur délivrement d'informations, quoi. Ouais. Après, ces outils, c'est quand même super quand on a énormément de gens qui débutent, qui ont peur de montrer leur gueule, qui veulent pas se lancer, etc. Ça réduit la barrière à l'entrée et ça permettra aussi de plus facilement se lancer sur Internet, quoi. Est-ce que les gens... Il y aura une masse, je pense, tu vois. Même, c'est même déjà pas que le cas. Internet. Ouais. Genre les livres, tu vois. Demain, si ChatGPT est capable d'écrire un meilleur livre qu'un livre moyen écrit par un auteur humain, et ben juste ils peuvent une maison d'édition pourrait très bien sortir 10 000 livres par an et prendre tout le marché, tu vois. Et du coup après tu auras des livres certifiés bio, quoi. Est-ce que les gens vont pas utiliser les deepfakes pour se créer des avatars qui leur ressemblent pas? Il y a plein de gens qui font pas de vidéos sur Internet parce que ils aiment pas leur physique. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait tout un marché d'avatars, de faux humains plus beaux que toi, que tu peux utiliser pour te créer un personnage sur les réseaux sociaux et pour cartonner. Tu vois des plateformes comme Instagram ou même TikTok, où si t'es beau ou si t'es belle, t'as quand même plus de chances de percer que si tu l'es pas. Et donc, il y a des gens qui vont l'utiliser aussi, je pense, de manière stratégique pour se faire un persona séduisant sur les réseaux sociaux. Et même, c'est intéressant, tu vois, parce que même si tu décorrèles le truc de je me trouve pas beau, je me trouve pas belle et je vais avoir la meilleure version de moi, version avatar, ce truc aussi de lancer un business avec ta marque personnelle, je trouve que l'une des limites avec laquelle, que je partage avec beaucoup de gens, c'est au moment où toi, t'arrêtes de partager de toi, est-ce que ton business continue? Et je pense que c'est une question où tu te dis dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que va devenir mon business si j'ai une fatigue des réseaux, si j'ai une fatigue de tout ça, alors que peut-être que si dès le départ, on pouvait se créer cet avatar, toi, t'as ta vie privée, t'as ta bulle et t'as ton avatar qui est là et toi, tu peux être tranquille. Et je trouve que ça peut être aussi une façon saine de lancer le business avec cet avatar. Carrément, c'est super. Et Antoine, on va enfin pouvoir vendre nos boîtes. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. La grosse limitation des business de contenu, c'est quand même la dépendance à la tronche, machin, etc. Et donc, le fait de pouvoir difficilement vendre une partie ou la totalité d'un business, là, ça fait rentrer ça dans quelque chose de beaucoup plus concret. Et voilà, quoi. C'est une dinguerie. Si tu arrives à concevoir un avatar qui a à la fois l'intellect et le physique, c'est-à-dire t'as ton personnage physique qui peut parler devant une caméra parfaitement bien, et en plus t'as stocké toute ton idéologie, toutes tes méthodes dans une sorte de base de données qui a été apprise par l'IA et qui peut ensuite répéter des contenus un peu comme tu le fais. T'as ta boîte, en fait, t'as ton produit que tu peux utiliser, que tu peux exploiter, que tu peux vendre et qui a une valeur intrinsèque, en fait. Et est-ce que tu dis à ton audience qu'ils sont en train de tomber amoureux de quelqu'un qui n'existe pas? Parce qu'il y a ça aussi, quoi. Attends, après, on va avoir tous des voix. Ulysse, il est en PLS depuis le début, là. mais vous êtes des tarés. Attends, t'imagines, tu vends les droits de ta boîte à quelqu'un avec ta tête et ton idéologie qui va continuer d'évoluer et toi tu vas changer, tu vois, entre temps, sauf que t'as plus main mise sur ça. Et derrière, genre,
tu vas avoir des vidéos pop de toi qui va peut-être dire des dingueries, tu vois. Et le mec, il devient néo-nazi et tout. T'es la merde. Ce que tu fais, c'est que tu restes dans le business. Ulysse, ce que tu fais, c'est que tu restes dans le business. Tu délègues la création, etc. Et tu revends une partie de ton entreprise. Tu revends pas la totalité. Tu revends 25-50%. Ça te permet de faire un cash out, de pouvoir t'acheter un très très bel appartement, etc. ou quoi que ce soit. Et d'être tranquille, de continuer à bosser dans la boîte, de continuer à être payé. Et voilà, aussi de faire aussi d'autres choses. Et tu peux continuer à rester dans la boîte. Tu vends je suis dans des scénarios extrêmes, tu vois, mais pour essayer d'imaginer un peu les dérives, mais je sais pas. Tu vends en fait tu vends l'univers que tu as construit. C'est comme t'es George Lucas, tu as construit l'univers Star Wars, tu vends Star Wars avec ses acteurs, avec son histoire, avec ses personnages, avec son univers. Et ben de la même manière, on pourrait penser que l'univers que tu crées en tant que créateur de contenu, avec ta tête, avec j'en sais rien, avec tes histoires, avec ton idéologie, avec tes principes, avec tes méthodes, tu peux le vendre de la même manière qu'on vend une franchise de film, par exemple. Je sais pas, tu vois, Podia pourrait racheter une partie de ta boîte, Antoine. Tu vois, pour faire Félix, de la pub. Il a trouvé, c'est bon, t'as déjà ton plan, toi. Tu sais déjà ce qu'on va faire. On va faire de la thune avec tout ça. Ah, pourquoi pas? Attends. Quand on fatigue, faut se renouveler. Enfin, je sais pas, moi je fatigue un peu. Je sais pas pour toi, Antoine. Ah oui, il faut qu'on dorme et tout la nuit, t'imagines, c'est l'enfer. Pour l'instant, le plus gros problème avec les deepfakes, c'est le porno. C'est utilisé massivement pour mettre des visages de célébrités, typiquement sur des corps d'actrices porno. Donc ça, c'est un tout autre problème, tu vois. C'est plus un problème de crédibilité. Parce que bon, c'est pareil, les gens, c'est facile de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Les gens vont savoir que c'est du deepfake. Mais c'est plus un problème de dignité, tu vois, et presque de santé mentale pour les personnes concernées. Et ça, pour le coup, c'est un problème. Je vois pas comment il peut être endigué, parce que encore une fois, c'est ton image. Une fois qu'elle sort, elle t'appartient plus, et c'est pas nouveau, tu vois. Les gens ont toujours fait ça depuis qu'on peut faire rien que du montage photo. On n'a jamais pu rien faire. Les États ont jamais pu rien faire contre ça, quoi. Et toutes les personnes qui ont des sextapes diront ah non, c'est un deepfake, etc. Tu vois. Ouais, c'est une excuse après. Ouais. Ça c'est pas mal. Demain tu diras j'ai percé, c'est bon, il y a mon deepfake sur une plateforme porno, c'est bon. Mais ouais, tu fais un OnlyFans. Mais voilà, c'est ça le business, avec business une IA, magique. Avec Midjourney. Mais bien sûr, tu fais un OnlyFans. Ça c'est malin ça. Mais pour l'instant, on peut pas créer de porno avec l'IA, parce que toutes les grosses boîtes qui sont dans l'IA et qui ont les data pour faire ça, elles s'interdisent de faire ça pour des raisons éthiques. Un peu éthique, ouais. Mais ils ont raison, probablement. Mais on peut. J'adore le probablement. Attends, Antoine, c'est pas. Moi, je suis pas là pour dire. Je suis pas là pour dire ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Mais bon, je ferais pareil en tout cas si j'étais à leur place. Mais ce qui est fait aujourd'hui, c'est qu'on met des têtes sur des corps, mais sur des vraies têtes sur des vrais corps. Mais on crée pas des scènes entièrement par IA. Donc pour l'OnlyFans, il faudrait déjà trouver quelqu'un qui est prêt à vendre son corps. Bah ouais, si ça c'est un truc de fou. Dans ta tête, non, enfin, je sais pas. Mais oui, tu fais l'inverse en fait. Tu fais du OnlyFans, mais tu veux pas que ça te ruine ta vie. Donc tu mets une autre tête sur la tienne. Tu mets une tête pour le coup générée par IA et comme ça t'es tranquille. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont faire ça. Après les amis, si on est vraiment en train de monter un business sur OnlyFans, juste sur le marché du pied, il y a énormément de choses à faire là-dessus, hein, même sans parler de corps ni rien. Vous seriez surpris. Ouais, mais le pied, t'as pas besoin de dire. Non, on est un peu noob dans ce domaine. Tu veux nous parler de quelque chose, Aline? Pas du tout. T'as déjà reçu t'as peut-être, enfin, moi j'ai plein de copines créatrices, on reçoit plein de messages de mecs qui demandent des photos de nos pieds et tout, hein. Mais même non, moi, ça m'est m'est jamais arrivé. Je te jure. Moi, je suis sûr parce qu'ils sont dégueulasses. Hein. T'es sur ton coup, là. Non, je te jure, j'ai bugué de dingue. J'étais en mode quoi sur Insta, quoi. Quelqu'un me dit, s'il te plaît, tu peux voir une ça photo. Me fume. Wow. C'est un gros truc, ouais, la photo de pied, apparemment. Bon, et bien, si vous voulez, on passe au deuxième sujet. J'ai envie de parler de podcast parce que on est deux, enfin, vous êtes deux, Aline et Manon, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre et que je sois pas au courant, qui ont un podcast qui marche bien. Ulysse et Félix, non? Pas rien? Pas encore, ça viendra. Moi, j'en ai eu avant, mais pas maintenant, là. Ouais, mais comme nous tous. C'est le problème, tu sais, c'est gros problème avec les podcasts, c'est que tout le monde lance un podcast, que c'est relativement facile à lancer. Le problème, c'est le faire connaître et tenir sur la durée. C'est vraiment les deux trucs. Et toi, Aline, j'ai l'impression, ton podcast, ça fait quoi? Ça fait au moins 3 ou 4 ans, non, qu'il est là? Ouais, bien 4 ans maintenant, effectivement. Et j'ai l'impression que c'est ton plus gros asset dans ton business.
C'est-à-dire que t'as pas forcément une énorme chaîne YouTube ou une énorme présence, je sais pas, sur Insta ou ailleurs. C'est vraiment le podcast qui est au centre de ce que tu fais, c'est ça? Oui, je dirais le podcast, le compte Insta, mais le podcast a dépassé le compte Insta, on va dire, depuis 1 an à peu près. Effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qui attire le plus en termes de visibilité. Ça reste quand même les réseaux sociaux, mais en tout cas, en termes de conversion, de construction de liens avec l'audience, effectivement, je pense que c'est là où mon plus gros asset est. Et un truc dans ton podcast, Aline, que moi j'aime bien et que très peu de gens font en fait. C'est que t'es intervenu dedans. Alors d'abord, et trop peu de gens le font. De m'interviewer. Et non, et puis surtout, tu fais des épisodes où t'es toute seule. Et ça, c'est un truc, je sais pas pourquoi, mais les gens veulent pas faire ça. Et moi, il y a plein d'auteurs que j'aime beaucoup. Tu vois, des mecs comme Tim Ferriss, par exemple, qui font tous leurs épisodes. C'est genre, ils interviewent des sportifs américains dont j'ai strictement rien à faire. Et en fait, ils font que leur poser des questions. Et moi, je me dis, mais putain, t'as écrit plusieurs bouquins qui sont incroyables. Parle tout seul, quoi. Partage tes pensées. À un moment, je me suis dit que si tous les gens que j'apprécie ou que j'admire avaient un petit podcast quotidien ou 15 minutes par jour et postaient un vocal, mais ce serait génial. On aurait une valeur de fou. En fait, trop peu de gens le font. Et toi, tu le fais. Et c'est vachement bien parce que tu partages. Bon, c'est préparé, tu vois. Tu prévois, j'imagine que tu prépares un peu le truc à l'avance. Il y a des super idées. Et tu fais aussi des interviews. Comment tu as eu l'idée de faire tout ça? Enfin, d'où ça vient? Ça a même commencé dans ce sens-là. C'est que quand j'ai lancé le podcast, moi, je sais que ça m'arrive d'en écouter, mais j'aime pas forcément les interviews parce que c'est toujours inspirant, c'est toujours motivant, mais c'est pas là où ça condense de la valeur et ça condense de l'apprentissage. Et moi, quand je dédie 30-40 minutes de mon temps à écouter un épisode de podcast, j'ai envie d'en retirer en mode 80-20 le maximum de valeur possible. Et j'avais remarqué que de toute façon, cette valeur-là, j'avais dans les épisodes solo et moins dans les épisodes interview, même si tu retires toujours une ou deux punchlines, mais voilà quoi, pour 30 minutes de ton temps, est-ce que ça vaut le coup? Et je m'étais même dit, quand je lancerai mon podcast, je n'interviewerai dedans personne. Enfin, juste des épisodes solo en mode, il y aura que moi. Alors, délire d'ego ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais à fond là-dedans. J'ai fait ça pendant 6 mois, mais ce qui s'est passé, c'est que le podcast avait du mal à décoller parce que j'étais toute seule à en faire la promo. Et donc, c'est là, en fait, où j'ai décidé, par pure stratégie marketing, de commencer à faire intervenir des personnes triées sur le volet dans l'espoir que peut-être certaines d'entre elles puissent repartager sur les réseaux sociaux, etc. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un bon équilibre à créer où c'était bien de faire venir des gens intéressants sur le podcast, que c'était bien aussi de continuer les épisodes solo parce que c'est aussi le format que je préfère et le format que l'audience préfère, dixit nos statistiques. Et en fait, les deux se complémentent très bien. Mais je te rejoins, Antoine, sur le fait que je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui prennent la parole et qui délivrent leur expertise parce qu'il y a tellement de gens qui ont des choses à dire, quoi. Ouais, t'as combien c'est quoi tes chiffres sur Je peux pas, j'ai business aujourd'hui? Ah, on a un tout petit peu redescendu, j'ai le seum. Là, on est redescendu à 92 000 écoutes par mois, au lieu on était passé à 110, 120 fin 2022. Ah, mais j'y travaille. Attends, tu t'en sors un par semaine, c'est ça? Incroyable. Deux par semaine, mais il y a un mini format qui sort tous les jeudis qui fait genre 5-10 minutes, quoi. C'est énorme. Vas-y, c'est mon live goal maintenant avec Yum. On va essayer de faire ça. Et toi, t'avais bien décollé avec ton podcast aussi quand tu faisais quasiment un épisode par jour, là. Ouais. Bah, en fait, ça faisait beaucoup d'écoutes parce que j'en sortais beaucoup. Et donc, ça fait que tous les jours, t'as des gens qui réécoutent. Pareil, j'avais pas une audience. Le podcast, c'est très difficile de te faire connaître avec le podcast directement. C'est ça. Donc, j'avais mon audience, si tu veux, de YouTube et de mes emails qui étaient venus m'écouter sur mon podcast. Il y avait un très bon. Ce qui est incroyable avec le podcast, c'est le taux de rétention. C'est que tu compares ça à YouTube, genre YouTube, t'as genre quoi, 20-30%, podcast à 75-80%. Alors les gens l'écoutent jusqu'au bout. Et je m'étais aperçu aussi qu'en termes de vente, donc moi c'était des épisodes que je faisais tout seul, et en termes de vente, ça vendait très bien, justement parce que tu pouvais faire un long argumentaire de vente, tu vois, de 25 minutes. Les gens l'écoutaient jusqu'au bout, et donc tu avais tout le temps en fait de te poser pour essayer de convaincre les gens, pour présenter ton produit, etc. Ce qui est beaucoup plus difficile à faire, par exemple, dans une vidéo YouTube où dès que les gens voient que tu as un truc à vendre, hop, ils cliquent ailleurs. Et Manon, toi aussi, tu as de l'expérience dans le podcast. T'en as combienième épisode là? 32. J'ai fait 30 épisodes avec des invités et là je fais 10 épisodes en solo où j'ai repris toutes les problématiques de mes invités, de mes clients, et comme ça j'ai dit là cet été je lance 10 épisodes, un par semaine en solo, où je traite problématique par problématique avec des outils de coaching pour que les gens juste puissent prendre des notes et les fiches récapitulatives après les épisodes. C'est quoi le concept de ton émission? L'ascenseur émotionnel, en gros, les gens ils viennent se livrer sur l'ascenseur émotionnel qu'on a dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est que des entrepreneurs ou des artistes, en tout cas des personnes qui ont lâché un petit peu leur filet de sécurité
Et le concept, c'est que je voulais pas que ce soit un podcast de dev perso où justement on donnait c'est quoi ton livre préféré, c'est quoi ta citation préférée, c'est quoi les trucs qui t'inspirent, mais juste que les gens venaient un peu comme une session de coaching et qui disent ok, ça va dans ma vie et ça va pas et je l'ai pas réglé, j'ai pas de solution pour l'instant, et que juste les gens puissent l'écouter et déculpabiliser en fait, parce que dans l'entrepreneuriat il y a encore très très peu de ressources vraiment axées bien-être, santé mentale, gestion émotionnelle autour de ça. Ouais. Et moi, ça a été fait grâce à mes coachings clients, en fait. J'étais en coaching client et c'est hyper confidentiel. Donc, j'avais envie de dire « Ah, mais un tel, il vit ça aussi, vous devriez tous être en contact. » Mais je veux pas. Et du coup, après les conversations avec mes clients, je me suis dit « Ça serait trop bien d'en faire un podcast. » Et pour montrer ça. Et je savais pas si les gens allaient jouer le jeu. Parce que mon podcast, à la fin, les gens, ils se sentent vraiment nus. À chaque fois, tout le monde dit, j'ai l'impression d'être tout nu à la fin de l'épisode. Et au final, les gens se livrent bien. Et c'est difficile, tu vois, tu fais parler les gens de choses dont ils ne sont pas forcément prévus de parler quand ils viennent. Bon, j'imagine qu'ils écoutent ton podcast, ils savent un peu quand même à quelle sauce ils vont être mangés. Mais voilà, c'est un truc, tu les mets un peu sur le grill, ils doivent se confier. J'imagine que, je sais pas, tu utilises des choses que tu utilises en coaching, des choses que tu utilises pour justement mettre les gens en confiance. Pour ça, il faut vraiment se sentir en confiance, il ne faut pas se sentir jugé. C'est pas facile, quoi. Non, il y a plein de trucs. Déjà, je fais tous mes podcasts en présentiel. Ouais. Donc, logistiquement, c'est lourd, en vrai, parce que, en plus, j'habite pas vraiment en France. Donc, à chaque fois, je profite de passage en France pour faire mes podcasts en présentiel. C'est un podcast pour connecter. Donc, déjà, le fait d'être avec la personne et qu'il n'y ait pas l'écran entre nous. En général, je me déplace chez les gens. Donc, je rentre, moi, dans leur univers. Où je vais dans un lieu un peu cosy, où je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas des gens autour, qu'il n'y ait personne qui rentre. Je les préviens aussi si je vais chez eux, qu'il n'y ait pas, je sais pas, ta femme ou ton mari ou tes enfants. Et après, je fais un petit peu comme une ouverture de séance de coaching où je leur explique le concept. Et surtout, je dis toujours à mes invités, tu peux trop te livrer. Et si à la fin, tu veux qu'on coupe, on coupera. Et tu n'as pas besoin de te justifier. Tu me diras juste le moment où tu veux enlever. Et juste ça, déjà, ça aide. Et après, moi, j'ai fait le choix de pas faire de vidéo. Parce qu'en fait, j'ai testé sur un invité au tout début. Et les gens, il y a un masque. Une fois qu'on fait de la vidéo, c'est très rare les personnes qui sont 100% sans masque avec une vidéo. Ouais, c'est super. Je pense que c'est intelligent parce que aujourd'hui, la vidéo, quasiment tous les podcasts maintenant connus ont une version vidéo pour YouTube et pour faire des extraits et tout. Mais c'est vrai que je trouve qu'on se comporte pas du tout, on se livre pas du tout de la même manière quand on a une caméra braquée sur soi. Que quand on a juste un micro. Et moi d'ailleurs, c'est ce que j'aimais quand je faisais mes podcasts quotidiens tout seul, c'est qu'en fait c'était mon format où je me sentais le plus libre. Je savais que ça allait pas être sur YouTube, qu'il allait pas avoir des commentaires, du feedback direct, ça allait juste être en audio, et j'en enregistrais même dans la rue, parfois en marchant avec mon téléphone à l'oreille. C'était super simple, quoi. Ça demandait pas trop de matériel. Et c'est vrai que ça a un coût, quoi, de passer à la vidéo. Ça a des bénéfices, mais ça a aussi un coût. Et c'est intelligent, je trouve, de comparer le coût et les bénéfices et de se dire non, le coût est trop élevé pour ce que j'ai envie de faire et donc je vais rester sur de l'audio. Ouais, mais même dans le matériel, il y a plein de détails, mais par exemple, au début, quand je cherchais le matériel, je me suis dit, j'aurai 2 micros avec les casques et tout, et en fait, rien que le fait d'avoir 2 micros, pareil, physiquement, tu marques une séparation, les casques, pour avoir un son nickel, t'as un casque, en fait, chaque personne a un casque, et ça resépare, ça remet un gap entre les gens. Et du coup, je me suis dit, un micro, très peu de montage, je coupe rien, je laisse les blancs, je laisse quand on bafouille, j'ai même pas de musique d'intro. Et j'ai dit version brute, comme les émotions, à fond. Et c'est ça, je pense que les gens ont bien aimé. Aline, toi aussi, c'est que de l'audio, il me semble. J'ai essayé de faire de la vidéo parce que je voulais faire comme tout le monde et avec les petits reels et TikTok. Je me sens hyper mal à l'aise et je rejoins tout à fait ce que Manon a dit. Dès que j'allume, et ne serait-ce que ma webcam, comme vous voyez là, et que j'essaye à la fois de débiter mon podcast en sachant que je suis filmée, en fait, je perds mon naturel, je bafouille. Sachant que moi, quand j'enregistre des podcasts, personne ne le sait parce que du coup, ce n'est pas filmé, mais je fais des gestes dans tous les sens. Je tape dans mon téléphone, dans mon micro et tout. Non, j'arrive pas. Franchement, j'arrive pas. Et du coup, pour le problème de la découvrabilité, parce que la vidéo a été une solution à l'absence de découvrabilité du podcast. Oh, génial, on va pouvoir le mettre sur YouTube, on va pouvoir prendre des extraits pour les réseaux sociaux et tout. Comment vous faites, Aline, peut-être d'abord, comment tu fais pour la découvrabilité? Donc, tu m'as dit, tu fais venir des gens et eux, parfois, parlent de ton podcast, partagent l'épisode. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies?
J'en ai testé plein. Ce qui a le mieux fonctionné, c'est déjà tout ce qui est faire effet de levier sur l'algorithme et le SEO d'Apple Podcasts, parce que c'est comme la plateforme après qui détermine le comportement de toutes les autres, même si Spotify est en train de faire aussi son chemin un petit peu tout seul. Donc là, c'est publié quand même de manière très régulière, et je pense que c'est aussi pour ça que toi, Antoine, tu publies une fois par jour, parce que l'algorithme aujourd'hui fonctionne de manière très mécanique de plus tu publies, plus tu remontes dans les résultats de recherche d'écoute, parce que l'algorithme, il regarde juste les écoutes à J-1. Donc si tu publies un épisode par jour, c'est beaucoup. Si tu publies un épisode par mois, à J plus 28, il n'y a plus aucune écoute, donc tu es redescendu tout en bas, et puis les charts se mettent à jour toutes les 24 heures. Donc il y avait ça. J'ai pas compris le mots-clés dans le titre de ton podcast. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, pardon. Du coup, je creuse un petit peu. Merci, parce que des fois, je m'emballe un peu dans mes explications. En gros, Apple Podcast, qui aujourd'hui fait un petit peu les règles du marché, tous les jours, il met à jour ses classements par émission, par thématique, etc. Et en fait, pour mettre à jour ses classements, il va regarder la durée d'écoute, il va regarder évidemment les commentaires, les notes, mais surtout, il va regarder le nombre d'écoutes. Il va regarder le nombre d'écoutes de la veille, qui va compter par exemple pour un puissance 4, de l'avant-veille qui va compter pour un puissance 2, et après des 7 jours précédents qui va compter pour un puissance 1. Et donc en fait, plus tu publies, plus tu as d'écoutes, plus à chaque fois qu'Apple Podcast va mettre à jour ses classements, il va se dire « Oh là, il y avait plein d'écoutes hier et avant-hier sur ce podcast-là », et donc ça remonte, et puis ça crée un cercle vertueux. Alors que si tu publies une fois par mois, quand Apple Podcast à J plus 28 de la sortie de ton dernier épisode fait ses calculs, il se dit là ça fait une semaine qu'il se passe plus rien sur ce podcast, ça sert à rien que je le remette en avant. Ils ont des analytics, je crois qu'ils ont des analytics maintenant Apple Podcast. Est-ce qu'ils te disent combien de gens viennent de la plateforme ? Pas que je sache. Après, j'ai pas été creusé récemment, donc il faudrait que j'aille retrouver. Pas que je sache. Ok. Manon, tu as une stratégie pour faire connaître ton podcast ? LinkedIn principalement. À chaque fois, je fais un post. Instagram, en vrai, j'ai commencé Instagram pour le podcast parce que le podcast commençait à être beaucoup repartagé. Et ma newsletter aussi, je mets le lien dans la newsletter, j'en fais un sujet en général, mais c'est surtout LinkedIn en fait, c'est surtout LinkedIn. Donc tu utilises les autres plateformes, tu t'exploites les autres plateformes, tu fais un post à chaque fois en essayant de mettre du contenu et tout, et t'envoies les gens avec un lien vers l'épisode. Ouais. Okay. Mais il y a aussi les limites, je trouve, de pas faire de vidéos. Toi, Aline, tu as une présence sur Instagram où je pense que les gens voient tes réels et ont ton univers, même si après, ils n'ont pas ta vidéo pendant les podcasts et du coup, ils peuvent t'associer. Alors que ça, moi, par exemple, j'ai vu que c'était un frein, qu'il n'y a pas l'aspect moi, vidéo et... Personal branding, Ça marche bien. J'ai l'impression que souvent, les gens qui ont des podcasts, ils ont une plateforme secondaire de découvrabilité. Insta, LinkedIn, YouTube... Mais c'est la combinaison des deux en fait qui est ultra puissante. Tu vois, tu as une petite plateforme sur laquelle tu poses des contenus courts mais qui peuvent apporter d'une nouvelle audience, et le podcast sur lequel tu peux vraiment te poser autour d'une table avec les gens, faire du contenu de qualité, aller en profondeur dans les sujets. Est-ce que vous vendez un peu directement dans les podcasts ou... Sauf si Manon voulait commencer. Non, vas-y. Oui, alors après, c'est très difficilement traquable, donc j'aurais pas de data à vous sortir là-dessus. Il faudrait limite créer des landing pages spécifiques pour chaque épisode de podcast, des trucs comme ça, pour vraiment être sûr de ce qui se passe. Moi, j'aime beaucoup m'auto-sponsoriser sur mon propre podcast. C'est-à-dire que dès que j'ai un produit qui sort ou je dois faire la promo d'un événement ou de quelque chose, en fait, je vais enregistrer, une pub de, 1 ou 2 minutes. Et en fait, je vais la diffuser comme en étant une annonceuse sur mon podcast. C'est-à-dire que ça va se mettre en intro de chaque épisode ou en fin de chaque épisode, y compris les 300 épisodes déjà présents sur le podcast. Puis quand la période de promo est terminée, pouf, je coupe le truc. Donc voilà, je m'auto-sponsorise. Ah, c'est marrant. Attends, tu dis les 300 épisodes, c'est-à-dire tu peux rebasculer ta promo sur tous les anciens épisodes que tu as ? Comment tu fais ça ? En fait, c'est le principe d'utiliser les outils publicitaires podcasting, mais en étant toi-même ton propre annonceur. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en début de podcast, je disais « Ah bah voilà, je sors une nouvelle formation, blablabla », sauf que les gens qui écoutent cet épisode-là précis 2 ans plus tard, ça n'a plus rien à voir. Ou alors, c'est-à-dire qu'il faudrait monter 2 pistes différentes, l'enfer. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai activé la monétisation via mon hébergeur de podcast. Et là où des gens, normalement, uploadent des pistes qu'ils ont enregistrées ou qu'ils ont fait enregistrer par un partenaire, moi, je enregistre mes propres pistes en parlant de mes propres produits et je les upload dans des outils de monétisation. C'est ultra intelligent. Ultra intelligent. Ouais, avec quel hébergeur tu fais ça ? Ocha. Ocha ? Comment tu l'écris ? Je savais pas que c'était possible, ça. Ocha. A-U-S-H-A. Qui est un hébergeur français qui est excellent. Voilà. Ouais, c'est très bien. On est sponsorisés toutes les deux par Recherche. Je vois ça. Non, mais même si on n'était pas sponsorisé, moi je trouve que pour une fois qu'on a un outil français qui détrône ou qui est égal aux outils américains, il faut le dire, quoi. Ah ouais, c'est génial. Je trouve que c'est incroyable.
Aline, avec l'audience que tu as probablement déjà eu des sponsors, non, qui t'ont contacté. Du coup, tu fais aucun sponsor, c'est que tes formations? Ouais, 0. Okay. Ouais, souvent c'est ça, hein, c'est quand tu vends des formations et que tu fais bien, ça marche tellement bien que tu te dis qu'est-ce que je vais aller m'embêter à faire des allers-retours de mail avec un éventuel sponsor. Et puis c'est aussi pour... bon, effectivement, le côté monétaire, tu as raison. Et c'est pour garder un peu la pureté d'expérience pour ton audience, pour les auditeurs. Je dis, est-ce que... Enfin, là, je suis désolée pour le discours, mais est-ce que pour quelques centaines ou quelques milliers d'euros, ça vaut le coup que mes auditeurs, ils aient de la pub à chaque épisode? Les fatigues. Et en fait, non, pour moi, ça vaut pas le jeu en vaut pas la chandelle, quoi. Et puis tu gardes ta crédibilité quand c'est toi-même. Les gens, ils ont envie de te soutenir et tout. C'est beaucoup plus acceptable, j'ai l'impression. Attends, je reviens juste sur le truc d'avant, là, parce que ça me paraît fou, mais quand tu changes ton annonce, elle est mise à jour sur tous les anciens épisodes, même sur Spotify, etc. Ouais, en fait, c'est ton hébergeur où tu gères tout le pool d'épisodes que tu as. Et ça, tu le connectes une fois, c'est au début à chaque diffuseur, à chaque plateforme. Et après, tout se met à jour automatiquement. Toi, tu mets à jour dans la centrale qui est ton hébergeur. Puis après, ça diffuse de partout, quoi. C'est trop bien. Tu nous as appris un truc, Aline. Je suis ravie de m'être déplacée ou pas. Mais... J'avais juste une autre question aussi pour toi, Aline. C'est est-ce que tu disais que tu faisais que de l'audio, mais que tu étais très présente sur Instagram. Est-ce que tu utilises le contenu de tes podcasts aussi sur Insta, par exemple, je sais pas, en faisant des reels, en utilisant ton audio et juste après en filmant quelque chose ou autre qui n'a rien à voir? Ou c'est vraiment deux trucs qui sont très différents? C'est très différent. J'ai essayé. Alors peut-être que je l'ai mal fait. Je l'ai essayé à 2-3 reprises de créer par exemple des reels où tu reprends des petits extraits du podcast et puis tu mets des images de 3 dessus. C'était pas fou en termes de résultats. Et moi, j'aime bien traiter chaque plateforme avec ses points forts, ses points faibles. Donc Instagram, je fais du contenu Instagram friendly. Sur le podcast, je fais du contenu podcast friendly. Et si un jour j'ai une chaîne YouTube ou autre chose, je me concentrerai plutôt là-dessus. Manon, tu rentabilises ton podcast, toi? Tu vends directement dedans ou c'est juste une sorte de produit secondaire? Mes coachings, du coup, j'ai 100% de mes clients qui ont écouté un épisode de podcast au moins. Incroyable. Et qui, du coup, je le vois, ils viennent des podcasts et surtout, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de frein après pour les coachings, donc c'est hyper puissant. Donc, les clients, mais après, je partage un peu le point de vue d'Aline où à chaque fois qu'on m'a proposé du sponsoring, que ce soit sur mon podcast ou sur LinkedIn, j'ai dit non, en fait, parce que pour moi, le truc de fatiguer l'audience pour, pareil, quelques centaines d'euros sur un produit, je me disais que ça valait pas le coup. Et là, je vais faire le lancement de ma formation, je l'ai fait en pré-vente et tout. Et du coup, je vais utiliser le podcast pour ma formation, en fait. Et les prochains produits que je vais vendre, mais comme Aline, c'est me sponsoriser moi. Les gens, ils cliquent sur les liens que vous mettez dans les notes de l'émission. Moi, j'avais ce problème à l'époque où je faisais des podcasts, c'est qu'il y a plein de gens, ils savaient même pas, en fait, comment accéder à la description de l'épisode. Et il y a même certains lecteurs de podcasts qui peuvent même pas, en fait, avoir de lien cliquable dessus. Pour moi, c'était un gros point noir. Moi, je saurais pas trop dire parce qu'encore une fois, il faudrait avoir un UTM spécifique ou une URL spécifique pour voir exactement qui a cliqué où. Alors que moi, généralement, quand je renvoie vers... les show notes ou l'article de blog ou un lead magnet, c'est le même lien que je diffuse sur toutes les autres plateformes aussi. Donc, j'ai pas été dans ce niveau de granularité-là. Mais effectivement, comme tu dis, j'ai l'impression que déjà, c'est pas le réflexe. Parce que quand tu écoutes un podcast, par définition, tu fais autre chose et t'as pas ton téléphone sous la main. Et puis, je sais qu'il y a des plateformes aussi où c'est caché, quoi, la description. Tu dois cliquer sur des sentiers pour y aller. Enfin, c'est vrai. J'aurais tendance à dire bof, quoi. Donc, c'est décorrélé, en fait. D'un côté, tu as ton épisode de podcast. De l'autre côté, tu envoies un mail. C'est le mail qui va déclencher l'achat. Mais l'épisode de podcast peut préparer les gens, leur donner envie d'acheter, voilà. En fait, les deux sont plus ou moins... C'est de la répétition et l'évangélisation, Après, si tu as un nom de domaine en 3 lettres, tu vois, tu peux le dire. Tu dis taper, je sais pas, bm.com, enfin, tu vois, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, je fais ça, moi, c'est theboost.fr/ genre go, quoi, G-O. Je dis comme ça, les gens après, ils peuvent s'en souvenir. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur yumpodcast.com pour télécharger la fiche résumée de l'émission. Bien placé. Call to action. Je vous propose le yum.com là. Ah, il est déjà pris là. Je suis dégoûté. Mais ça va, tout le monde. Il coûte cher. Ils vont lui revendre 30K. Tu sais, parfois tu vois le prix du nom de domaine dans l'hébergeur là. Le truc c'est genre 50 000 €. Tu vois, est-ce que vraiment j'ai envie d'investir ça dans le podcast? Pour la forge, on avait le questionnement et le .com pas dispo et juste le .eu
Il coûtait 3500 balles. Ouais. Non, mais vous déconnez, là, que 3500 balles pour le Et, vidéo. et finalement, ouais, on a pris danslaforge.com. Et en fait, je pense que c'est le meilleur truc à faire. Parce que si tu prends un nom de domaine chelou, les gens ils vont même pas comprendre que c'est un lien, ils vont dire qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Je pense qu'il faut toujours prendre le .com. Et si tu peux pas avoir le mot directement, tu fais une phrase en fait qui a un sens, genre dans la forge, Yum Podcast, voilà. Souvent, j'ai l'impression que le .fr il est plus du tout à la mode. Genre j'en ai pas vu un depuis moi, super longtemps. Moi je suis encore en .fr, moi. C'est vrai? J'ai rien dit. Je suis un dinosaure maintenant, j'ai l'impression. Oui, mais souvent on prend les noms de domaine genre il y a 10 ans, à l'époque où il y avait un truc à la mode et ça l'est plus du tout et tu étais là à trimballer ton nom de domaine sur le dos et tu peux plus t'en séparer. Après c'est foutu quand t'as tout mis sur ton nom de domaine. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un truc vraiment simple et tout, pas un truc nouveau ou un peu hype en ce moment, parce que surtout que maintenant il y a du choix dans les noms de domaine, mais moi je pense qu'il faut faire gaffe à ça, tu vois. Le .io et tout. Ouais, non mais tous les trucs c'est .io et tout, c'était à la mode en 2015, plus personne les prend. Expert, .event, ça les gens ils comprennent même pas que c'est un lien, donc c'est pas une bonne idée quoi. Ok, on va enfin savoir ce que tu fais Ulysse, pour ceux qui te connaissent pas. Moi je sais, mais on va parler de LinkedIn un petit peu. Salut, c'est Antoine. Juste une pause dans l'émission pour te dire que tu n'as pas besoin de prendre de notes, je l'ai fait pour toi. Si tu trouves cet épisode intéressant mais que tu te demandes comment tu vas retenir tout ça, j'ai quelque chose. J'ai créé une fiche récapitulative qui résume tout ce qu'on a dit. Les moments forts, les meilleurs conseils des invités, leurs recommandations de livres et d'outils avec tous les liens. Tout est déjà là et t'as rien à faire. Pour télécharger cette fiche, clique sur le premier lien dans la description si t'es sur YouTube ou rends-toi sur yumpodcast.com. Il te suffit d'entrer ton email et je t'envoie ça tout de suite. Le lien est dans la description ou sur yumpodcast.com. On retrouve nos invités. Et Ulysse, toi, putain, t'as des résultats de fou sur LinkedIn. T'as 100 000 abonnés. Tu fais des très bons résultats sur tes posts. Et t'as posté un truc récemment que j'ai trouvé vachement intéressant. T'as donné une suggestion de type de post à mettre sur LinkedIn. T'as parlé des séries d'aventures. Et t'as dit, c'est un format cool qui fonctionne sans être clivant et sans faire la morale. Et c'est vrai que sur LinkedIn, on voit beaucoup de posts qui donnent un petit peu des petites leçons et tout. Moi, je trouve ça un peu agaçant. Je le fais aussi, hein, mais je trouve ça un peu agaçant. Et c'est vrai que toi, t'as réussi à trouver un format qui change et qui marche. Et c'est toujours intéressant. Est-ce que tu peux en parler un petit peu et puis nous raconter comment tu es passé de 0 à 100K? Ouais, en fait, ce format, il est né un peu de mon projet. En fait, je relève 100 challenges à travers le monde. Ouais. Donc là, ça fait 3 ans que je fais ça. Ça peut être d'aller survivre une semaine dans la jungle, de marcher une semaine dans le Sahara. Là, j'ai fait un combat de Muay Thai en Thaïlande. Je passais 30 jours dans un camp, 5 heures par jour, avant de monter sur le ring d'un des plus gros stadiums de la région. Là, je reviens d'Antarctique, etc. Et à chaque fois, en fait, avant, tu vois, quand je me suis lancé sur LinkedIn, j'essayais de balancer des dingueries, d'être clivant, de générer de l'interaction comme ça. T'en as fait. Ouais, j'en ai fait quelques-uns, mais parfois ça marchait. J'ai fait des posts qui ont fait des millions de vues comme ça. Mais je trouvais qu'il y avait un coup d'opportunité qui était grand aussi, parce que tu peux énerver des gens, tu peux... Je sais pas, au bout d'un moment... En fait, j'avais moins à perdre aussi, tu vois. J'étais au tout début. Maintenant, j'ai aussi une image qui est sur YouTube. Ouais. J'ai 100 000 abonnés aussi sur YouTube, sur TikTok, etc. Là, je prépare un livre. Enfin, tu vois, je fais beaucoup plus attention à quelle est l'image que je renvoie. Et j'ai plus envie de foutre le feu partout. Parce que j'ai plus à perdre déjà. Et en fait, il y a pas longtemps... Enfin, je crois que la première, c'était quand je suis allé dans le Sahara. Je me suis dit, tiens, je vais changer un peu ce que je fais sur LinkedIn et je vais juste raconter le Sahara en quelques posts, tu vois. Donc, j'ai fait un post sur la cérémonie du thé, j'ai fait un post sur mon guide, j'ai fait un post sur les chameaux, tu vois. Et je voyais que j'avais des beaux résultats. Ouais, carrément. Mais tu sais, c'était beaucoup plus chill, beaucoup plus tranquille. Et en fait, j'ai eu des super bons retours de gens qui me disaient, en fait, ça fait du bien parce que ça change. On n'a pas l'impression qu'on nous prend pour des cons ou qu'on essaie de nous faire la morale ou qu'on nous donner des leçons. Et que c'est aussi, t'as beaucoup de gens qui ont juste rien fait et qui arrivent et qui t'envoient des dingueries sur LinkedIn alors qu'ils n'ont pas de track record, rien. Et je me suis dit, tiens, c'est cool. Et un autre élément, c'est que je prenais beaucoup plus de plaisir à écrire ces posts. J'avais l'impression d'être un peu, tu sais, je sais pas, un écrivain voyageur qui raconte ses petits trucs en mode journal de bord et tout. Et moi, ma théorie, c'est que les gens, en fait... Ce qui est marrant sur LinkedIn, c'est qu'il y a très peu de gens qui publient parce que ça fait hyper peur. Toute l'activité est publique, tu publies en ton nom propre, tu t'exposes, etc. Et si tu likes un truc, peut-être que ton collègue il va voir que tu as liké tel contenu, donc les gens ils sont hyper frileux.
Tu vois, sur, je sais pas, j'ai une vidéo sur TikTok, elle a genre 1 million de vues, il y a genre 200 000 likes, tu vois. Sur LinkedIn, 1 million de vues, tu vas faire 12 000, quelque chose comme ça. C'est presque 20 fois moins, quoi. C'est incroyable. Un bon taux d'engagement, c'était à 2-3%, c'est déjà bien sur LinkedIn, alors que sur TikTok, il faut plutôt viser 10-20, tu vois. Et parce que sur TikTok, ben, c'est un média social, c'est pas un réseau social. C'est juste, toute ton activité, elle est privée, tu peux te cacher, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Sur LinkedIn, tu te fous à poil, quoi. Tu t'exposes. Et donc, je dis, il y a peu de gens qui publient. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui lisent parce que c'est un peu la bonne excuse quand tu es au travail et que tu n'as pas envie de bosser. Tu vas sur LinkedIn et c'est OK, tu vois. Et en fait, je pense que ça faisait une petite pause dans la journée des gens, tu sais. Ah tiens, il y a le poste d'Ulysse, il est dans le Sahara en ce moment, je suis curieux de savoir où est-ce qu'il en est. Ça, c'est ma théorie, mais je suis pas sûr, tu vois. Et après, j'ai répliqué ça, je suis parti faire... donc ça, je sais pas, tu vois, j'ai dû faire une dizaine de posts. Ça, je sais plus exactement les chiffres, vous avez noté, mais à chaque fois, ça fait quelques millions de vues. J'ai fait pareil en Europe après. J'ai traversé l'Europe en train et pareil, j'ai fait des posts sur toutes les villes où j'allais. Je raconte un peu mes histoires, tu vois. Et pareil, ça a bien marché. Quelques millions de vues. J'ai refait pareil au Muay Thai. Donc là, c'était plus long, c'était 30 jours. Je crois que j'ai dû faire au moins 25 posts, quelque chose comme ça. Et j'ai essayé de construire une tension en mode je suis en train de m'entraîner, il va y avoir le combat, etc. Et là, j'ai l'impression que ça a encore passé un palier dans ma compréhension de ce que ça veut dire d'une série d'aventures, où je faisais pas juste des petites nouvelles, mais j'essayais vraiment de construire une histoire sur le long terme, tu vois. À chaque fois, je rappelais que le combat arrive, qu'il me reste tant de jours. Je racontais l'histoire de mon coach, j'ai raconté l'histoire de Bam, qui s'occupait de la logistique du camp. Je parlais des entraînements, je parlais des moments difficiles et tout. Et ça a créé une vraie saga, en fait. Et les gens même m'envoyaient des messages pour me dire, parfois, je me connais juste sur ton LinkedIn, et genre, je relis tous les posts comme une histoire, tu vois. Et en fait, après, il y a eu le combat, j'ai annoncé le résultat, pareil, ça a pété, tu vois. Et maintenant, j'adore ce format-là. Je l'ai refait en Antarctique, du coup. Pareil, c'était trop cool. Je racontais un peu ce qui m'arrivait dans la journée et tout ça. Après, c'est moins de boulot que de faire une vidéo YouTube. C'est beaucoup moins de travail qu'une vidéo YouTube. Par contre, ça demande quand même d'être précis sur l'écriture, tu vois. Aujourd'hui, je le fais, j'ai des bons résultats, mais j'ai quand même écrit sur LinkedIn, tu vois, beaucoup de posts avant pour comprendre comment il fallait écrire, quelles sont les règles d'écriture sur la plateforme, qui sont quand même un peu particulières. Si tu racontes ta journée, même si elle est cool et que ton accroche elle est pourrie, dans tous les cas, ton post il va pas marcher. Donc j'ai quand même des réflexes d'écriture, je pense, qui viennent de tout le travail qui était avant. Et voilà. Et après, j'ai lancé une formation qui s'appelle la méthode explorateur pour percer sur LinkedIn et j'explique aux gens comment faire ça. Donc pas en essayant de foutre le feu de partout, mais juste dire, OK, on a tous des histoires à raconter et déjà, on a la nôtre. Elle est cool, vous avez plein de choses à raconter que vous imaginez pas, ça peut intéresser d'autres gens. Il y a plein de gens qui sont peut-être dans votre situation. On n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde pour être un explorateur, entre guillemets. On peut juste aller faire des trucs qui nous font peur, etc. Et allez-y, cultivez ça. En fait, si c'est un sujet pour vous, c'est sûrement un sujet pour plein d'autres gens et vous imaginez pas. Alors, c'est une putain de stratégie, ça. Voilà. Le fait de faire, de montrer, et ensuite de proposer la méthode qui explique aux gens comment tu l'as fait. C'est un truc. Moi, j'ai découvert ça aussi en faisant des formations assez tôt, où je me suis rendu compte qu'en fait, mes formations qui marchaient le mieux, c'était celles où je venais d'accomplir un truc public. Les gens étaient admiratifs de ça et je leur montrais comment faire. J'en ai réduit ça en une phrase, c'était montre ce dans quoi tu es bon, vends ce pourquoi les gens t'admirent. Et donc les gens, par exemple, tu perces sur TikTok ou sur Insta, les mecs ils voient ça et se disent waouh, trop bien, j'adore ce qu'il fait, j'ai envie de faire la même chose. Et ensuite tu vends la méthode et en fait tu as une crédibilité de fou parce que tu l'as fait juste avant. Et en plus les gens ils sont chauds parce qu'ils viennent de le voir. Donc ouais, c'est une super stratégie. Je crois que de nous tous, Ulysse, c'était quand même celui qui a de l'extérieur en tout cas la vie la plus cool. Le mec se dit putain, le mec il voyage, il va en Antarctique, c'est il clair, se fait moi payer je pour suis ça. Non mais tu vois, c'est un truc, c'est presque insultant quoi pour les gens normaux. Est-ce que j'imagine que en réalité, évidemment, c'est beaucoup de boulot, que c'est pas rigolo tous les jours. C'est quoi la face cachée de ce que de ton rêve là? Vas-y. Après, si c'est super cool, tu peux le dire aussi. Hein. Ouais, vas-y. Mais dis-toi que t'es dans le podcast de Manon, là, vas-y. Balance tout, on va faire des vues. Ça dépend jusqu'où je creuse la question, parce que je peux aller très loin sur cette question, tu vois. Mais si je compare par rapport à ma vie d'avant, tu vois, où j'étais à Paris, à un moment donné, je bossais dans une start-up, etc. Je dis souvent que j'étais pas déprimé, tu vois. J'étais pas en dépression, j'étais pas en burn-out.
Mais moi, j'aime bien l'image de la petite boule noire. C'est-à-dire, j'avais une petite boule noire qui me suivait partout, qui était un peu l'incarnation de toutes mes idées un peu sombres, pas cool, etc. Quand j'étais stimulé, quand je parlais avec des gens, tu vois là, par exemple, là, j'ai pas le temps de penser à autre chose. Donc, elle n'était pas là. Mais dès que j'avais un moment de pause, ben, elle apparaissait, tu vois. Et je l'avais vraiment matérialisée comme cette petite boule noire, et elle me suivait partout. Et j'essaie plein de trucs pour la faire disparaître, tu vois, l'introspection, la visualisation positive, la méditation, l'écriture, etc. Et ça n'a jamais trop marché. Et le jour où, bon, je vous passe l'histoire de comment je me suis lancé, mais le jour où je suis revenu d'un voyage au Kirghizistan, je suis arrivé à Paris, je dis ok, c'est terminé, je me résigne plus face à mon destin, je vais me révolter, j'ai envie de partir, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de tester de nouvelles choses, de nouvelles disciplines, des idées, de raconter des histoires, etc. J'ai envie de devenir un explorateur, je vais relever 100 challenges à travers le monde, go. Le jour où j'ai quitté mon taf, le lendemain, la petite boule noire, elle a disparu, tu vois. Et elle est plus jamais revenue, c'était il y a 3 ans. Et aujourd'hui, du coup, tous les jours, je suis pas forcément heureux, tu vois, parce que c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, j'ai plus cette petite charge qui me suit partout. Donc, je me sens vachement libéré. J'ai l'impression d'être beaucoup plus libre dans ce que je fais. Je construis mon quotidien un peu comme j'en ai envie. Pendant plus de 2 ans, j'ai été quand même nomade à vagabonder, entre guillemets. Je me baladais un peu partout. J'allais dans un pays sans trop savoir ce que j'allais y faire. Et là, je rencontrais des gens. Tu vois, je suis allé au Costa Rica et un peu par hasard, j'ai visité une réserve Bribri. J'ai rencontré un indigène Bribri. Le mec, je lui dis, j'aimerais bien me faire piquer par une fourmi balle de fusil. Il m'a dit, ok, viens demain à Kekoldi dans la réserve aux iguanes, machin. Attends, j'arrive là-bas. Oui, attends, est-ce que à quel moment tu dis, j'aimerais bien me faire piquer par une espèce de fourmi atroce là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais comprendre les mécanismes liés à la douleur et voir si je pouvais me préparer mentalement à l'une des pires douleurs du monde, tu vois. Et je savais que j'allais pas mourir. Du coup, c'est cool parce que t'as mal pendant 12 heures, 24 heures, mais après, ça revient à la normale. Donc, c'est pas comme si c'est cool, quoi. Autrement. Putain, c'est sympa tes vacances. Je sais pas, ça m'intéressait vraiment, tu vois. Et j'avais étudié la ponératoxine, donc la toxine, parce que c'est la Paraponera clavata, la fourmi. Et j'étais très curieux enfin, j'avais compris tous les mécanismes de pourquoi ça fait mal. J'en ai même écrit un article, tu vois. Et du coup, je voulais expérimenter par moi-même. Enfin bref. Mais je suis pas maso, hein, c'est juste de la curiosité. Voilà. Et du coup, le mec m'a embarqué, on a passé la journée comme ça, il m'a attrapé une fourmi, je me suis fait piquer, j'étais tout blanc, etc. Bref. Et après, on a créé une connexion et j'ai fini par aller, tu vois, survivre une semaine dans la jungle avec lui pour faire un autre challenge. Donc ça, c'était trop cool. Et pendant longtemps, j'avais fait un peu ça, tu vois. Genre, je suis arrivé en Turquie par hasard, j'arrive dans un village, c'est les championnats du monde de freediving, bah, je me mets au freediving, tu vois. Donc, c'est la plongée en apnée, par exemple. Donc, il y a eu plein de trucs comme ça. Et là, dernièrement, j'ai un peu changé mon modèle de vie parce que j'ai envie d'être beaucoup plus intentionnel et j'en ai un peu marre de vagabonder tout le temps. Là, je suis en train d'écrire un livre et pour moi, c'est un peu ce qui va marquer le changement de ma vie de nomade à ma vie d'explorateur, tu vois. Maintenant, j'ai envie d'avoir un foyer, de me poser, d'avoir un endroit où je peux revenir, où je peux m'installer, dans lequel je peux préparer mes expéditions. Je pars de manière intentionnelle, tu vois. Je sais pas, je vais vivre 100 jours chez les moines Shaolin, ou 100 jours chez les Inuits, ou 100 jours chez les Papous, puis je reviens. Je me repose. Là, je prends le temps d'écrire. Je fais un film, je le publie. Je prépare la prochaine expédition et je repars et je vais faire des cycles, je pense, comme ça, d'1 an, 1 an et demi. Je vais faire une expédition, un film et un livre par an. Là, je suis en contact avec des producteurs, peut-être pour faire même des séries sur Netflix, sur Amazon, etc. pour les futures expéditions. Et c'est un format qui me correspond beaucoup plus parce que je souffrais beaucoup à la fin de mes voyages. Enfin, là, tu vois, la fin de la 2e année, on va dire, de pas pouvoir rentrer. Après le Muay Thai, j'étais épuisé, vraiment physiquement et mentalement. Ça m'a mis beaucoup de stress, ce challenge, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux au-delà du combat, et de me blesser. Il y avait des enjeux de documentaire, il y avait des enjeux de plein de gens. J'avais annoncé ça sur les réseaux et tout. Et j'avais pas de lieu où vraiment rentrer, si ce n'est, tu vois, la maison familiale. Mais à un moment donné, tu as envie d'avoir un chez-toi. Et une belle... Tu peux te louer une belle villa à Bali, mais tu vois, une belle maison, ça fait pas un foyer. Et je pense que c'est des trucs, il faut l'expérimenter pour le savoir. Il y a un décalage, j'ai l'impression, entre ce que les gens pensent qui est génial dans la vie d'indépendant ou d'entrepreneur et ce qui est vraiment génial. Tu vois, ce que les gens pensent qui est génial, et moi, c'est ce que je croyais aussi avant de me lancer, c'était vivre au soleil ou vivre sous les cocotiers, ça doit être le meilleur truc du monde. Voyager à plein temps, ça doit être le meilleur truc du monde. J'en sais rien, vivre dans un van, ça doit être le meilleur truc du monde. Et en fait, tout ça, c'est des trucs auxquels on se laisse très vite. Et ce qui est vraiment bien, c'est plus de pouvoir construire quelque chose dont on est fier, d'être aligné sur ses projets, de découvrir des trucs en échouant, en ayant des galères, etc., de construire son équipe, de récolter les fruits de son travail, etc. Et en fait, c'est des choses qui finalement c'est assez difficile de vendre ça, en fait. Mais par contre, vendre le truc de, voilà, tu vas pouvoir voyager à plein temps, travailler 1 heure par jour et vivre sur une plage,
Ça, c'est les trucs, ça rend les gens fous. Tu vois, est-ce que je comprends? Parce que c'est ça, en fait, qu'on cherche quand on est enfermé dans une vie qu'on n'aime pas ou dans un boulot qu'on n'aime pas. Ce qu'on cherche, c'est la fuir, aller le plus loin possible. Mais en fait, à partir du moment où tu commences à construire un truc séduisant pour toi, t'as plus tellement envie de fuir, quoi. Je te rejoins totalement là-dessus. Parmi tous les digital nomades que j'en ai rencontré beaucoup dans mes voyages, la majorité sont soit perdus, soit en fuite de quelque chose. Et ils finissent à un moment par rentrer pour confronter cette chose-là, tu vois. Il y en a quelques-uns, mais c'est très rare, qui ont vraiment construit un projet 100% intentionnel autour de ça et qui construisent vraiment toute leur vie sur le long terme autour de ça. Mais même des potes qui avaient lancé des pages sur le digital nomadisme, etc., ils en reviennent et ils ont envie d'acheter une maison maintenant et de se poser. Parce qu'à un moment donné, je pense pas qu'on est fait pour être nomade toute notre vie. Par contre, je crois beaucoup au cycle et aux phases, tu vois. J'aime bien l'idée des phases de divergence et des phases de convergence. C'est un peu la même chose que le discours de Steve Jobs, tu sais, où il dit collect the dot et ensuite connect the dot, quoi. Les phases de divergence, tu pars dans tous les sens, tu as envie de voyager, tu rencontres plein de gens, etc. Et après, tu as envie de converger et de te recentrer sur un business, un truc qui a du sens, une histoire, quelque chose. Et je pense que moi, je suis dans plein de phases de convergence en ce moment. Écrire un livre, c'est un gros signe de convergence. Me recentrer sur peu d'aventures qui ont du sens, etc. Pareil, voilà. Tu grandis aussi. Il y a un truc d'âge. Hein. C'est Jim Rohn. Ouais. En fait, le fait de vouloir une maison, c'est vraiment un truc de j'ai 30 ans, je veux une maison, quoi. Moi aussi, je suis en train d'acheter une maison. Enfin, c'est le truc de voilà. Moi, je viens de le faire là. Voilà, mais tu vois, à 20 ans, souvent, t'as pas envie d'acheter une maison. Au contraire, t'as juste envie de partir de chez tes parents et d'aller le plus loin possible. Et Jim Rohn disait un truc qui m'a marqué, c'est disait quand t'es un enfant, tu dis je suis dépendant de toi. Quand t'es un ado, tu dis je suis indépendant de toi. Et quand t'es un adulte, tu dis tu peux être dépendant de moi. Donc tu vois, il y a différentes strates où en fait, quand t'es adolescent ou quand t'es jeune adulte, t'as envie de. Moi, j'étais vraiment dans ce truc-là de liberté à tout prix. Je veux me casser le plus loin possible. J'en ai rien à foutre. Voilà, je veux être libre, le plus libre possible. Aujourd'hui, c'est pas un truc aussi excitant pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie de construire, tu vois. Et en fait, je pense que c'est aussi tes hormones au niveau par rapport à ton âge qui évolue, tes désirs qui changent. Et donc, c'est dangereux, c'est risqué, tu vois, de construire un business entier rigide dans un domaine qui est lié à une phase que tu as dans ta vie ou à quelque chose qui est lié à ton âge ou à tes hormones ou qui peut évoluer en tout cas. Et à 27 ans, il y a un cap à 27 ans où avant, on prend les décisions sur l'émotionnel et à 27 ans, on prend les décisions basées plus sur des trucs rationnels. Et dans le business et dans l'amour aussi, on n'aime pas de la même façon. Et je pense que à 27 ans pile, genre qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est les études, c'est un truc de construction. C'est la ménopause émotionnelle, quoi. C'est un peu l'âge de raison, quoi. Ouais, après, peut-être moi j'étais déjà vieux à 20 ans, mais ça m'a jamais attiré, moi, la vie nomade, la vie de voyage. J'ai toujours vu ça plus comme le stress de pas avoir ses repères, de devoir sans cesse, tu dois redécouvrir, t'as pas tes habitudes, etc. Et moi ça m'a jamais attiré. Donc peut-être que j'étais vieux ou pas normal, mais on est tous différents, voilà. C'est normal. Ouais. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes envies au même moment. Tu vois, là-dessus, je pense qu'il y a un vrai truc avec l'âge, parce que j'ai 29 ans et je commence à imaginer peut-être de fonder une famille, etc. Mais j'ai l'impression que c'est plus des cycles, tu vois. Moi, je sais pas si vous avez remarqué ça chez vous, moi je fonctionne beaucoup par cycles, généralement des cycles de 3 ans. Tu vois, le collège, ça dure 4 ans, le lycée, ça dure 3 ans, après j'ai fait une prépa, c'était 2 ans, une école d'ingénieur, c'est 3 ans. C'est toujours un peu des cycles comme ça. J'ai monté une start-up, je l'ai plantée au bout de 3 ans. Et ensuite, là, je viens de partir voyager, ça fait 3 ans, et maintenant j'ai envie de revenir et de changer un peu mon format. Je suis toujours animé par le projet, c'est juste le format qui change. Et je pense que c'est ça un peu ces cycles, tu vois, où tu diverges, tu reconverges. Et peut-être que, alors moi, peut-être ça fonctionne pour 3 ans, peut-être que d'autres c'est 1 an, peut-être que c'est 10 ou d'autres. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ces cycles-là. Et même dans ces cycles longs, moi j'ai des cycles courts. Par exemple, là, dans une année, j'ai envie de construire mon année avec en trois phases, tu vois, avec 3 mois où je pars à l'aventure et c'est très intense. 3 mois ensuite où je reviens et je me repose et j'écris et je suis plus dans une phase créative. 3 mois où je pars en mode business, promo, tu vois, je vais faire la promo du livre, du film, j'envoie des conférences, des trucs, c'est vraiment chaotique, etc. Et après, je repars à l'aventure, je me repose, j'écris, tu vois, je sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression que c'est le bon équilibre pour moi. Alors, peut-être pour vous, c'est différent, mais voilà. Ouais, peut-être qu'on fera une belle crise de la quarantaine, on va tous aller à Chiang Mai avec un laptop et boire des caipirinhas, et puis... Et voilà, on sera retour aux sources, quoi. La boucle est bouclée. Pour rester un petit peu encore sur LinkedIn,
Aline, t'es pas trop dessus, mais tu t'es remis il y a pas longtemps. Non, pas du tout. Ok. J'ai fait un post qui a bien fonctionné, hein. Et après, je suis retournée me réenterrer dans Instagram. T'as du mal aussi. Moi, j'ai du mal aussi avec LinkedIn. C'est quoi Alors, je pense que c'est peut-être pas ma plateforme. Il y a aussi toute une question aussi de temps et de focus, quoi. Soit tu mets 100% de ton temps et ton focus dans une plateforme pour la faire fonctionner, soit tu fais ton 33,33% dans 3 plateformes différentes. Mais dans ce cas-là, tu seras jamais à la hauteur des gens qui sont à 100% dans leur plateforme. Donc, je pense qu'il y a aussi un focus à avoir en fonction des résultats qu'on veut générer. Donc ça, c'est la partie plutôt rationnelle de mon cerveau. Émotionnellement parlant, moi, j'en peux pas. Enfin, LinkedIn, je peux pas, quoi. Dès que j'y vais, j'ai l'impression de lire 10 000 fois les mêmes posts, mais racontés par des personnes différentes. Moi, j'ai même pas envie de contribuer à la discussion, tu vois. Enfin, c'est pas que je sais pas quoi dire ou j'ai rien à dire, mais j'ai pas envie, en fait. Et ouais, j'ai fait ce post en disant ouais, c'est bon, j'arrive sur LinkedIn, blabla. Il y a eu genre, je sais pas, 400 likes, trucs comme ça. Jamais j'ai vu ça de ma vie. Et après, j'ai répondu à personne et je suis repartie, quoi. C'était trop marrant parce qu'il y a vraiment les gens qui ont commencé sur Insta, quand j'en parle avec les créateurs que je connais, qui ont commencé sur Insta ou sur ces plateformes-là plus visuelles, qui ont du mal ou qui ont peur ou qui aiment pas LinkedIn. Et il y a des gens où on a commencé avec LinkedIn, comme moi et plein d'autres créateurs, où Instagram, je me sens épiée, j'aime moins. Enfin, tu vois, et c'est comme si qu'il y avait vraiment un peu une fracture entre les deux plateformes, ouais. Ouais, moi j'ai du mal avec LinkedIn. En fait, j'ai du mal parce que c'est l'anti-Twitter. Je déteste Twitter parce que c'est beaucoup trop négatif, il y a beaucoup trop de trolls. Et je trouve sur LinkedIn, il y a pas assez de trolls. C'est trop premier degré, trop tout le monde est là, regardez la leçon que j'ai découvert, ma vie elle est bien, et tout le monde est là dans les commentaires, ouais, ta vie elle est bien et tout. Non, c'est tous les mecs, non mais tous les mecs, c'est de 45 ans qui postent une photo d'eux et qui mettent un espèce de truc. Moi j'ai trop envie de les vanner, tu vois, mais gentiment, mais je peux pas le faire parce que c'est pas la culture et parce que voilà, malheureusement Antoine qui appelle au troll. J'ai trop à perdre aussi maintenant pour faire ce genre de conneries, tu vois. Mais je trouve ça un peu trop premier degré, un peu trop sérieux. Et c'est vrai que t'as envie parfois un peu de venir foutre un peu la merde à l'intérieur, quoi. Mais il y en a, hein. Je pense que t'as pas tout vu. Ouais. Il y a la page Facebook l'énergie de LinkedIn où la passion des gens c'est d'aller défoncer les créateurs de LinkedIn. Il y a une page sur LinkedIn qui reprend nos posts et qui se fout de nous. Enfin, il y a quand même pas le côté bon enfant en fait sur LinkedIn qu'il peut y avoir par exemple sur Instagram où on se bâche mais ça reste entre guillemets gentil, enfin toute proportion gardée. Ouais, je trouve que LinkedIn, ça me donne en tout cas cette impression de plateforme où il y a une espèce de bienveillance pensante, un petit peu c'est l'algorithme. Très politique. Ouais, mais c'est l'algorithme qui, en fait, c'est LinkedIn, c'est la seule plateforme. Tu me diras si je me trompe, Manon, mais je crois que c'est la seule plateforme sur laquelle tu es récompensé quand tu laisses beaucoup de commentaires. C'est-à-dire si tu commentes les posts des autres, ça va améliorer le rank de tes propres posts. Et c'est pour ça en fait que tout le monde laisse des commentaires et que souvent c'est des commentaires qui apportent pas forcément de valeur, qui sont très gentils, tu vois, mais qui apportent pas forcément de valeur parce que voilà, en fait, c'est chacun vient nourrir un peu sa propre activité en faisant ça. Non, je suis pas trop d'accord avec ça, mais allez-y, défendez votre LinkedIn là. Non, je suis d'accord qu'il y a un truc, je pense qu'il y a plein de sujets qui sont un peu tabous. Par exemple, je l'ai vu, on le voit nous avec l'univers du voyage. Ouais. Sur Instagram, tu peux encore poster que tu voyages. Sur LinkedIn, mais tu mets une photo de toi dans un aéroport, tu dis au revoir à ta carrière. Réchauffement climatique, c'est ça? Ah, mais oui. Empreinte carbone. Empreinte carbone. Oui, et tu es associé directement à... voilà, tous les messages qu'il y a derrière qui sont légitimes. Mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que tu peux poster des photos chez toi, tu peux poster des photos à l'autre bout du monde, mais tu peux pas poster des photos quand tu es dans l'avion pour y aller, c'est ça? Carrément. Sur Instagram, les gens c'est pensent que pareil tu es téléporté, quoi, ou tu es allé en bateau à voile. En train ou en trottinette. En fait, il faut le faire en bonne intelligence, sinon ils le voient comme de la provocation, tout simplement. Moi, je voyage et j'ai pas de soucis sur LinkedIn, tu vois. Donc, mais oui, je peux pas te foutre dans un avion. L'Antarctique, ça pollue. Il y a forcément des gens qui t'ont fait des remarques sur l'Antarctique, non? Non. Putain, moi j'en ai eu. Je suis dégoûté. moi j'en ai eu et même pas sur LinkedIn. Je suis dégoûté. Mais non, j'en ai pas eu, mais en fait. Mais après, j'étais pas en mode ouais, je suis en Antarctique, nanana. J'étais plus en mode où je racontais les histoires de tel ou tel explorateur et autres. Enfin, je sais pas. En fait, peut-être que les gens ils ont juste assimilé. Ils ont dit ok, en fait, ils voyagent. C'est un cas désespéré, c'est fini. J'en avais beaucoup avant. Des gens qui me cassaient les couilles avec ça sur LinkedIn. Et quand j'ai changé un peu mon ton, plus du tout. Oui, tu avais fait quelques posts pour tester le sujet. Enfin, tu avais quelques posts qui étaient un peu plus... Ouais, en fait, quand j'ai arrêté de chercher à être clivant,
Ouais. On a arrêté de me saouler, en fait. Mais peu importe, tu vois. Je sais pas. Après, j'aurais pensé si tu dis je instinctivement, pars à Bali en mode digital nomade, tu vas te faire défoncer, quoi. J'aurais pensé que ça aurait été plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les gens qui sont assez agressifs dans leur poste, ils font peur aux autres et on ose moins les attaquer que les gens qui sont toujours gentils. Dans certains domaines, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Je sais pas. Putain, après, peut-être que je les ai tous bloqués aussi, c'est peut-être pour ça. Bah voilà la vraie raison. Après, je pense que la force de nos trucs quand t'es sûr en tant que pro, c'est vraiment, je trouve, la plateforme de la crédibilité. Et que ce soit vrai ou pas, hein, que les gens qui postent, que ce soit intelligent, smart ou pas, je trouve que directement, t'as associé un truc beaucoup plus crédible, vu que c'est une plateforme pro. Et vu qu'il y a moins les vidéos amusement et tout aussi, les contenus comme ça, ça fonctionne pas, alors que c'est des contenus qui sont agréables à regarder. Mais par exemple, il y a moins les trucs de divertissement, images, musique. Et du coup, les gens, je pense aussi qu'il y a le raccourci de crédibilité qui fonctionne bien. Ouais, mais c'est l'audience, de toute façon, c'est l'audience, la valeur de LinkedIn. Et en fait, si tu vises les entrepreneurs ou les dirigeants, c'est sur LinkedIn qu'il faut aller. Enfin, moi, je poste des trucs, tu sais, tu regardes les statistiques et ils te disent le métier des gens qui... Et je me dis, c'est fou, quoi. Genre, 70% des gens fondateurs, entrepreneurs, quoi. 20% je sais pas, managers, enfin c'est que tu vois des hauts profils entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui vont être réceptifs au coaching que tu vends toi en l'occurrence, parce que tu t'adresses aux entrepreneurs, aux dirigeants. Donc ouais, c'est ça pour moi la valeur de LinkedIn. L'algorithme est pas mal, le design est immonde, mais il y a une audience en fait qui est déjà ultra sélectionnée par rapport à un YouTube ou Insta où en fait tu vises la terre entière, quoi. Tu me donnerais presque envie d'y retourner, presque. Et il y avait un niveau truc statut, aussi, c'est pas mal. Je retrouve l'article, mais c'était sur les intentions d'achat sur LinkedIn aussi qui était beaucoup plus fort au moment où tu fais la promotion et tout, parce que c'est le pro, c'est je vais me former, dans ma tête j'ai déjà un peu de budget. Et ça c'est un vrai sujet. Ils ont de la thune sur LinkedIn par rapport à TikTok. Quand on vend des produits, c'est un vrai sujet. On est omnibulé par les vues parce que voilà, les vues c'est ce qu'on nous montre. Mais en vrai, la qualité de l'audience, c'est tellement important. Moi, j'avais des différences de x10, par exemple, de vente entre Instagram et TikTok pour une audience similaire. Enfin, Instagram étant 10 fois plus rentable que TikTok. Et c'est délirant, en fait. Et quand tu t'aperçois que selon les plateformes, tu peux avoir une audience qui est complètement différente en termes de qualité par rapport à ce que toi, tu recherches, tu fais les choses différemment et tu peux choisir ta plateforme de manière stratégique. OK. Complètement. J'aimerais qu'on parle un petit peu du fait de combiner passion et argent. Je trouve que c'est quelque chose qui est difficile pour nous parce que on vend tous des formations, à part Félix. Même Félix, t'en as vendu, mais alors, tu vends des prestations. Manon, Ulysse, Aline, on vend tous des formations, on est d'accord. Je trouve qu'il y a une difficulté, c'est qu'on aime créer du contenu aussi. Je le sais, c'est pour ça que vous êtes là. Voilà. On aime créer du contenu, on a ce côté un petit peu, j'ai envie de créer quelque chose de beau, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, etc. Et d'un autre côté, on a les impératifs financiers, en fait. On sait qu'il y a des contenus qui vont rapporter plus que d'autres, on sait qu'il y a des formations qui vont mieux marcher que d'autres. Il faut trouver une sorte d'équilibre entre ces deux impératifs que n'ont pas à gérer les influenceurs ou les créateurs de contenu traditionnels, puisqu'ils ont une chose sur laquelle se concentrer, c'est faire des contenus qui marchent, quoi. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette espèce de paradoxe ? Peut-être Aline ? Tu veux dire, si je comprends bien la question, c'est le paradoxe entre créer du contenu de manière très naturelle et instinctive comme un, entre guillemets, influenceur pourrait faire, et même ça c'est discutable parce qu'il y a les sponsors bien sûr. Et les collaborations derrière, VS avoir du contenu un petit peu plus marketé et intentionnel pour vendre derrière, c'est ça ? Carrément. Mais même les influenceurs, tu vois, le sponsor, il peut caser un sponsor qui a rien à voir avec la vidéo en plein milieu et passer à autre chose, tu vois. Alors honnêtement, moi je me suis jamais vraiment posé la question parce qu'en gros je crée des formations sur ce qui me plaît et je crée des contenus pour explorer ce qui me plaît, donc en fait ça fait créer un espèce de cercle vertueux. C'est une thématique qui me passionne de manière générale, enfin tout ce qui est le business, le coaching business, donc j'ai jamais eu l'impression de devoir me restreindre en termes de création de contenu pour pouvoir plus vendre, ou à l'inverse c'est plutôt assez bien réparti. Ulysse, peut-être. Sinon, Antoine, tu vis une crise que tu veux nous parler, parce que moi, c'est un truc que j'ai toujours eu, c'est un problème que j'ai toujours eu, tu vois. C'est qu'il y a des trucs que j'ai envie de les faire, mais je me dis, ça sert à quoi ? Ça va pas rapporter un seul client. Et il y a des trucs, parfois c'est chiant. Moi, je lance une formation par mois. La plupart du temps, j'aime bien faire ça. J'aime bien trouver des concepts qui marchent. J'aime bien les vendre, faire la page de vente et tout, parce que voilà, c'est un challenge, c'est pas évident. Mais il y a des jours où t'es dans ta routine. Ok, t'as un lancement cette semaine, tu dois suivre tes plans, tes machins, et toi, t'as envie de parler d'autre chose.
Mais tu dois le faire parce que sinon il y a Félix derrière qui va te taper sur les doigts, quoi. Et pourquoi tu le fais pas? Pourquoi quoi? En fait, du coup, je comprends pas pourquoi juste tu ne suis pas ton plan et tu crées aussi en même temps le contenu sur d'autres sujets. Bah, c'est ce que je fais souvent, mais c'est 2 fois plus de boulot, quoi. Et donc, comme tu dis, il faut prioriser, il faut... Tu vois, je vais pas commencer ma journée en faisant un contenu marrant que j'ai envie de faire si je suis en plein lancement. Je vais choisir la voie sérieuse et je vais me dire, je vais faire mon contenu de lancement et après, si j'ai le temps, je vais faire mon contenu marrant. C'est normal d'avoir des obligations dans son boulot. On a déjà beaucoup de chance d'avoir un boulot, on a de la flexibilité. Je suis pas en train de me plaindre, tu vois. Mais c'est vrai que parfois... ça pose des questions en fait où je me dis qu'est-ce que j'ai envie de hiérarchiser, est-ce que j'ai envie de continuer à m'amuser, et j'essaie de trouver un équilibre, c'est-à-dire quand je fais des vlogs ça rapporte pas d'argent directement mais c'est amusant pour moi, c'est un contenu créatif mais derrière ça m'empêche pas de faire mes lancements, quoi. Ouais. Après tu sais Antoine, tous les créateurs s'imposent pas en termes de fréquence, de produits, de lancement comme toi, parce que justement ils favorisent plus le côté lifestyle et du coup c'est vrai que toi dès le départ dans ton aventure tu t'es astreint au fait que c'était un business, c'était sérieux, etc. et à faire des lancements régulièrement, tu vois, et ouais. Mais il y a un truc, c'est que quand tu atteins un certain niveau de revenu, ça devient très difficile d'accepter de revenir au niveau d'avant. Mais pour l'atteindre, ce niveau de revenu, tu as dû faire des choses, tu as dû mettre en place de nouvelles stratégies, et donc tu deviens un peu marié à ces stratégies. C'est-à-dire que tu peux plus les lâcher, parce que si tu les lâches, tu devras revenir à ton palier d'avant, et c'est difficile de régresser d'un point de vue entrepreneurial. Ulysse ? J'ai tellement envie de te challenger là-dessus, mais je crois que Ulysse, il voulait dire un truc. Vas-y. Ulysse ? Ouais, mais j'ai l'impression que on a des profils assez intéressants sur cette question, parce qu'on est tous un peu dans des manières de faire différentes. J'ai l'impression qu'Aline et Manon, elles ont des produits qui sont très alignés avec leur message, etc. Donc ça s'intègre juste hyper naturellement. Enfin, je sais pas, Manon, elle fait une newsletter sur comment mieux gérer sa peur. Et ben, c'est juste logique que tu as envie de lui prendre un coaching ou d'acheter sa formation, tu vois. Ça vient pas comme un cheveu sur la soupe. C'est pas un choix radical à faire entre un contenu ou sa formation. Je pense qu'Aline, je connais moins ton univers, mais de ce que j'ai compris, c'est un peu la même chose. Antoine, toi, c'est l'inverse, toi, tu bombardes, t'as plein de formations, et d'un autre côté, j'ai l'impression que tu faisais d'abord des formations avant d'être vraiment devenu un créateur. J'ai l'impression que tu as mis le contenu au service de ton business, tu vois. Ouais, j'ai l'impression que ça arrivait après. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire, j'ai fait d'abord du contenu et ensuite, j'ai essayé de créer du business pour pouvoir continuer à créer du contenu. C'est-à-dire, j'ai vraiment mis juste le business au service de mon contenu, de mon lifestyle, et pas l'inverse. Par exemple, pour moi, c'est typique. Je suis dans le même cas que toi où c'est très délicat, tu vois. Vendre une formation LinkedIn alors que les gens me suivent pour mes aventures, ça n'a rien à voir. Et je fais hyper gaffe à mon image parce que j'ai pas du tout envie d'avoir une image d'infopreneur. J'ai envie d'avoir une image d'explorateur, d'écrivain, de voyageur, etc. Tu vois. Donc c'est super dur pour moi. Typiquement, là, quand j'ai lancé ma formation LinkedIn, j'ai été très timide, quoi. J'ai envoyé 2 newsletters, j'ai fait un post sur LinkedIn, 2-3 stories, parce que j'avais très peur et je voulais faire un truc très très soft pour pas saouler les gens avec ça. Et je pense que je l'ai pas assez fait. Honnêtement, j'aurais pu faire plus. J'ai eu des super résultats quand même parce que les gens me suivent et me font confiance. Mais j'aurais peut-être pu faire 2 fois plus de ventes si j'avais été pushy, tu vois. Mais ça me faisait peur. Et du coup, j'ai opté plutôt pour une stratégie de soft selling tout le temps. C'est-à-dire que dans mes contenus, je parle pas de mes formations jamais. Mais c'est juste si tu vas sur mon profil LinkedIn, à un moment donné, je t'en parle, tu vois. Il y a mes liens qui sont bien expliqués. Et c'est logique, tu vois. Pareil, je raconte souvent mon histoire. Et dans mon histoire, je parle beaucoup d'introspection. Et moi, j'en ai 2 des formations. J'ai la formation LinkedIn et l'atelier d'introspection, qui est un programme en 30 exercices pour trouver sa voie. Et du coup, quand je raconte toute mon expérience avec l'introspection, naturellement, je peux le glisser un petit peu, tu vois. Et en fait, c'est plutôt dans ma newsletter où je vends. C'est-à-dire, je vais raconter toutes mes aventures, etc. Et il y a une petite partie des gens qui vont venir dans la newsletter. Et je pense que je vais lancer des pubs pour essayer de retarget mon audience à travers les pubs pour qu'ils viennent dans ma newsletter sans les saouler avec mes contenus organiques, tu vois. Juste me dire, les contenus organiques, je dois viser un max de gens. Et après, je fais juste du retargeting pour les amener dans mes tunnels. Et après, dans la newsletter, je leur raconte la bonne histoire qui permet de leur faire comprendre que l'introspection, c'est important à travers mes aventures, ou le bon truc. Mais sinon, tu vois, sur TikTok, j'ai jamais cherché à vendre sur TikTok. Sur Instagram, quasiment jamais non plus. J'ai aucun post ou aucun reel qui cherche à vendre, tu vois. Si ce n'est en story. Et sur LinkedIn, quasiment jamais non plus, quoi. Et comme tu disais, Aline, j'essaie de faire juste du contenu optimisé. Ouais, je sais pas. Et la newsletter, c'est quand même hyper puissant pour ça, tu vois. Parce que dans la newsletter, c'est plus assumé.
Mais et puis les je gens comprends s'attendent à recevoir des emails de ouais. promo. Plus que des emails de contenu. D'ailleurs, on reçoit beaucoup plus d'emails de promo que d'emails de contenu quand on s'abonne à des newsletters de marque, par exemple. Mais tu vois, sur Ouais. l'alignement, moi, je suis aligné avec les produits que je vends parce que c'est les méthodes que j'utilise et parce que voilà, elles fonctionnent. Le seul truc, c'est que il y a des sujets qui changent dans ma tête. Et donc, parfois, je lance une formation. Le temps que je la crée et que je commence à la lancer, je suis passé au sujet suivant dans ma tête. Mais il faut que je me replonge là-dedans, tu vois. Ça, c'est genre le truc relou. Deuxième genre de truc relou, c'est des techniques du copywriting qui marchent tellement bien que tu peux pas ne pas les utiliser. Des trucs du style l'urgence, tu vois. Si il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas une deadline, si tu répètes pas régulièrement qu'il y a une deadline, tu vas faire 2 fois moins de ventes, 2 à 3 fois moins de ventes. Donc tu vois, il y a un moment où tu es obligé d'utiliser les trucs qui marchent parce que ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied de pas le faire. Et du coup, tu deviens un peu aussi dépendant de ça. Et c'est jamais amusant quand tu es créateur de contenu dans l'âme d'envoyer dans tous tes emails de la semaine. Au fait, c'est le dernier jour, il reste 24 heures, machin. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu vois, c'est la psychologie humaine. Ça marche tellement, tellement mieux qu'une fois que tu l'as testé, c'est difficile de revenir en arrière. Après, si tu commençais à développer des formations plus longues, plus chères, aussi avec beaucoup plus de mises à jour et du coup hyper structurées, il y a quand même moins d'efforts. Il y a quand même moins d'efforts sur la fréquence d'achat, sur le fait des lancements, tu vois. Et c'est l'avantage des grosses formations vis-à-vis des petites, quoi. Ouais. Mais le corollaire de ça, c'est que le lancement, tu dois mettre beaucoup plus d'efforts dedans, justement. Et tu dois mettre beaucoup plus de paliers, d'étapes. La page de vente doit être beaucoup plus longue. Tu dois faire un tunnel. Et tu le gardes. Tu le mais gardes. Oui, après, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je mets à jour mes formations. Je fais des versions 2, des versions 3, ce qui me permet d'en garder une partie. Je garde une partie du contenu de la formation, je garde une partie de la page de vente. Et donc, je n'ai pas à repartir de zéro à chaque fois. Et pourquoi tu as pris cette décision de partir sur des lancements fréquents versus avoir 1, 2, 3 formations en evergreen qui marchent bien, que tu relances de temps en temps et qui vient, que tu alimentes dans tes tunnels à travers ton contenu? Parce que c'est magique. Tu découvres des sujets. Tu découvres des sujets grâce à ça. Moi, j'ai lancé plus de 200 formations. La plupart, c'est des petits produits, tu vois, que je faisais en une semaine et je lançais dans la foulée. Et j'ai découvert tellement de trucs comme ça. J'ai découvert des méthodes de lancement justement qui cartonnent. En fait, à chaque fois, tu essaies d'améliorer un petit peu. Et tu te retrouves à faire des lancements qui sont complètement fous sur un produit qui est relativement petit, accessible et que tu n'as pas passé beaucoup de temps à créer. Et c'est génial parce qu'ensuite, quand tu passes justement à des produits un peu plus longs, un peu plus complets, tu sais déjà à l'avance ce qui va marcher, tu connais les sujets, tu connais les techniques de vente, tu gagnes un temps fou en fait sur le long terme en faisant ça. Donc c'est une sorte de bêta-test plutôt que de faire ce que font beaucoup de formateurs débutants, c'est-à-dire je vais suivre une méthode, je vais tout appliquer en espérant que le produit marche, et ce qui est quand même assez risqué parce que tu es quand même dépendant en fait de la méthode de quelqu'un d'autre, VS créer toi-même ta méthode en testant par itération des dizaines et des dizaines de fois, quoi. Ouais. Et maintenant que tu es rodé là, t'as pas envie de faire un switch ou tu veux continuer? Je fais des formations. J'ai déjà fait un switch. Je faisais des formations que je lançais 59 ou 79 euros qui duraient 1h30, 2 heures. Maintenant, je fais des formations que je lance à 200 euros qui durent entre 2 et 4 heures, que je mets à jour et je peux aussi augmenter le prix avec les mises à jour. Donc, je suis en train de passer sur un modèle en fait où je continue à faire des produits relativement légers pour continuer à détecter des nouvelles thématiques. Et à côté de ça, je prends mes meilleurs produits et j'en fais ce que j'appelle des super produits. C'est-à-dire que je les mets à jour, j'en fais des versions plus grosses en fait. Et donc j'essaie d'avoir les deux parce qu'en effet, les super produits, tu vas faire de plus grosses ventes avec ça. Mais pour réussir à les faire, c'est bien d'avoir l'expérience des petits produits. Vous savez que l'image des formateurs, elle est catastrophique aujourd'hui. Ah, c'est ouf. Si, non, arrête. Si. Je sais pas si on vous a dit. Bah oui. J'ai vu ton post LinkedIn là. Ouais, mais faut raconter pour ceux qui sachent, c'est quand même une histoire amusante. C'est genre, il y a quelques jours, quelqu'un m'envoie un lien vers une vidéo. Je tombe sur la vidéo, c'est une youtubeuse qui s'appelle Camille LV. Et le titre de la vidéo, c'est j'ai encore infiltré une école d'influenceurs. Je me dis, quel rapport avec moi, tu vois. Je clique sur la vidéo et en fait, l'école qu'elle a infiltrée, c'est juste, elle a acheté ma formation, le système Instagram. Elle a acheté ma formation sur Instagram, super infiltration. Et en gros, donc elle suit la formation, elle s'attend à tomber sur un truc un peu d'arnaque. Elle suit la formation, elle contacte le support. Et en fait, à la fin de la vidéo, elle te dit, bon, moi, j'ai pas appris grand-chose, mais bon, en même temps, elle a déjà 200 000 abonnés sur Instagram, donc elle est pas forcément dans la cible. Elle dit, bon, c'est pas une arnaque, c'est pas du tout une arnaque, il y a quand même de la valeur dedans. Et elle dit, en plus, ils sont carrés au niveau du support et tout, ils m'ont répondu. Et je sentais, tu vois, un peu la frustration d'avoir, tu vois, elle a cherché vraiment un truc. Mais oui, ça, elle a cherché vraiment un truc et elle l'a pas trouvé. Et en fait, le truc, c'est que je trouve ça fou qu'on soit encore dans une phase où juste le fait de vendre des formations, ce soit suffisamment suspect pour prévoir de faire une vidéo d'énonciation dessus avant même de savoir en fait ce qu'il y a dedans.
Et on est encore à cette phase où étaient les créateurs de contenu il y a 10 ans, où ils pouvaient pas gagner d'argent en faisant des sponsors, en faisant du sponsoring. Et je me souviens, un des premiers mecs à l'avoir fait, c'est un créateur que j'aime bien qui s'appelle Poisson Fécond, qui a fait un sponsor, c'était dans les années 2010, je sais pas, entre 2010 et 2013. Il a bien fait, il a prévenu que la vidéo était sponsorisée, que c'était un placement de produit, tout ça. Il s'était fait lyncher dans les commentaires, mais comme jamais j'avais vu ça. Les gens disaient, voilà, mais comment oses-tu gagner de l'argent avec tes vidéos? Et tu prends, on est quoi, 10 ans plus tard, tout le monde fait ça. Il n'y a plus un seul YouTuber qui poste une vidéo qui n'est pas sponsorisée, ça n'existe plus. Et tout le monde trouve ça normal. Et donc, je pense qu'on est encore dans la phase où la vente de formation, c'est bizarre, mais ça va devenir normal. Et quand j'ai cliqué, ce qui est marrant, c'est quand j'ai cliqué sur l'Instagram de cette fille, ces 3 derniers posts étaient sponsorisés par le film Barbie. Et je me suis dit, tu vois, à quel moment on trouve ça normal de vendre son audience à des annonceurs, mais on trouve pas ça normal de vendre des méthodes à son audience. En fait, ça n'a pas de sens. Et donc, je pense qu'on a un travail à faire, et vous le faites bien, parce que vous faites votre travail sérieusement. Malheureusement, tous les formateurs en ligne ne le font pas. Mais il y a un travail à faire pour montrer que tous les vendeurs de formation ne sont pas des escrocs, qu'on peut faire ça sérieusement, que c'est du travail aussi et que c'est difficile de faire des formations. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des gros créateurs ne le font pas. Et je pense que si demain, les gros créateurs... C'est dur. Il faut vraiment remettre là-dessus. Mais moi, ça m'a pris des mois à faire ma formation, quoi. C'était hyper dur. Donc moi, quand tu dis que tu as lancé 200 formations, j'hallucine. J'ai un respect énorme pour ça. Là, c'est un vrai taf. En tout cas, si tu le fais bien. Tu as des techniques, quand on fait beaucoup, tu as des techniques ensuite de productivité que tu peux appliquer. Et la clé, vraiment, si tu veux faire des formations rapidement, pour moi, c'est de pas créer ta formation au moment où tu la crées, mais c'est de la créer en amont. C'est-à-dire de te former sur les sujets de ta thématique, de prendre des notes sur tout ce que tu apprends. En fait, le jour où tu crées ta formation, tu n'as rien à créer, tu as juste à ressortir tes notes, tu fais un plan à partir de ça, et tu ne te soucies pas trop de la forme. C'est-à-dire que tu fais un truc un peu comme on est en train de faire là, face à une caméra sans coupure. Moi, je ne fais jamais de montage sur mes formations. Je me concentre vraiment sur les méthodes, sur la technique. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas, qui disent non, moi je veux que la formation elle soit super belle. Elle n'est pas super belle avec moi. Mais moi, je me concentre sur les méthodes. Et en fait, les méthodes, tu peux les acquérir avant, si tu veux, en fait, tu es toujours en train d'acquérir des méthodes. Et sûrement que vous 3, vous 4, avec Félix aussi, vous avez en fait déjà des formations qui pourraient être faites, là, que vous pourriez faire cette semaine et qui seraient excellentes. Vous les avez déjà dans la tête, en fait. Vous n'avez rien à recréer. Vous les avez déjà dans la tête, dans vos carnets de notes, etc. Tu essaies de nous gourutiser aux petits produits, là. Bien sûr. Alors, j'ai une formation, justement, qui peut vous aider. Elliot, il en a une, en vrai. Et elle était pas mal. Et je sais que ça m'avait un peu sauvée au moment de créer la mienne. Parce que je m'étais dit, ça va être épuisant. T'es tout seul face à ta caméra. Et en plus, moi, c'était des exos de coaching. Je devais donner une énergie comme si que j'étais en coaching pour que les gens ils aient l'impression d'être en coaching alors que t'es tout seul. Et au début, j'allais faire l'erreur. Elliot, il me voyait préparer mes trucs pour ma formation, de faire un plan hyper détaillé et tout. Il m'a dit, mais surtout, tu fais pas ça. Tu prends ton iPad, tu mets des notes, tu parles et tu coupes pas, tu fais pas de montage et tout. Et j'ai fait ça, ça m'a fait un peu peur de me dire, des fois on me voit, je me reprends dans les vidéos parce que j'ai bafouillé ou quoi, et je l'ai laissé comme ça. Mais je me dis, sinon, là je l'ai faite en 3 semaines, la formation, je me dis sinon, mais j'aurais mis, je sais pas combien de mois en fait. Si on dit dans une semaine, si on dit dans une semaine, tu as un cours de 2 heures à donner dans une école sur la thématique que tu maîtrises le mieux, on est tous capables de le faire. On est tous capables de préparer notre cours, on se met quelques bullet points, on se met éventuellement un PowerPoint, on arrive devant la salle, on n'est pas en train de lire un script, on s'exprime sur un sujet qu'on maîtrise en partageant des idées qu'on a notées, mais on est tous capables de le faire. Et en fait, une formation, ça peut être ça. Ça peut être un cours de 2 ou 3 heures que tu as passé une semaine à préparer avec évidemment l'expérience de 5 ans ou de 10 ans que tu as avant. Et ensuite, tu la crées en fait comme un cours dans les conditions du direct. En fait, tu te filmes, tu parles. Si tu tousses au milieu, c'est pas dramatique, quoi. Les gens, ils vont pas tout rater parce que tu as toussé au milieu de ta formation, quoi. Ouais, moi, c'est ce qui m'avait fait peur. Enfin, moi, j'ai fait tout l'inverse, justement. T'avais pas suivi la formation Non, j'ai passé des mois, j'ai tout écrit, j'ai tout réécrit, j'ai tout monté. Il y a des mind maps de partout, des trucs. Et ça m'a pris une énergie. Quand j'ai terminé ça, j'étais en mode lessivé et j'avais même plus d'énergie pour le lancement, tu vois. Et si je refaisais là, je ferais comme t'as fait Antoine, comme t'as fait Manon, comme fait Elliot. Je ferais des bullet points et je parlerais live et je montrerais pas tout. Et je ferais vraiment différemment. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps.
Ouais. Le truc pour un peu aussi déculpabiliser ça, c'est que vu tout l'effort que ça te demande, tu vois, pour faire une formation en faisant ça, forcément, tu vas vendre entre guillemets plus cher, tu vas rendre beaucoup moins accessible ta formation que quand tu fais quelque chose qui est beaucoup plus fluide en termes de, ça permet de rendre plus accessible ces formations. Et c'est plus de valeur pour le monde. Là, dites-vous que toutes les formations que vous faites pas, c'est de la valeur en moins pour votre audience, quoi. C'est une tragédie. Il va nous vendre sa formation à la fin. Non mais c'est vrai, c'est un vrai point ça. Oui, c'est vrai. C'est tu gardes, en fait, on a enfin, j'en parlais avec une amie qui me disait, on a un devoir moral quand tu sais faire quelque chose de bien, de le montrer, tu vois. Et après, enfin, j'ai l'impression que l'étape d'après, une fois que tu as montré, c'est d'enseigner, tu vois. Alors, je sais pas dans quelle mesure on est crédible pour enseigner beaucoup de choses, mais il y a forcément des trucs où vous avez percé à des moments, vous avez compris des trucs, et je pense, moi je repense à quand, tu vois, il y a 3 ans en arrière, quand je démarrais ou quoi, ça m'aurait paru lunaire d'avoir, je sais pas, 100 000 abonnés sur une plateforme, et j'aurais trop aimé qu'on m'explique comment faire, tu vois. Ouais. Est-ce que vous avez des doutes au quotidien par rapport à votre business, par rapport à vos choix? Ah, et ça se transforme en podcast de Manon, là. Je prends des notes. Antoine. Forcément. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est quoi les doutes principaux qui vous empêchent d'avancer, et surtout comment vous arrivez à les gérer pour rester, tu vois, pour rester focus par rapport à tes valeurs et par rapport à tes objectifs? Moi, je sais que j'ai plein d'idées, ça part un peu dans tous les sens, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, si on a envie un peu de tout faire en même temps, mais on sait que ce qui marche, c'est de choisir un truc, de le faire bien et de le faire longtemps. Et donc, il y a ce paradoxe. Et donc, ça demande en fait de s'entraîner, tu vois, de se discipliner d'une certaine façon. Et moi, j'ai trouvé des techniques, tu vois, assez concrètes pour faire ça. Bon, c'est des trucs basiques, hein, genre se fixer un défi en public, un peu comme tu as pu faire Ulysse, par exemple. Se donner des objectifs concrets, essayer d'avoir des résultats rapidement, d'où l'intérêt aussi des petits produits, tu vois, faire des ventes rapidement pour créer un feedback positif le plus vite possible. Mais tu vois, pour moi, c'est vraiment des trucs ultra concrets que tu peux mettre en place dans ton activité pour combattre tes doutes, et pas, dès que tu as un doute, hop, le suivre et en fait être sans arrêt en train de sauter d'un caillou à l'autre sans jamais traverser la rivière. Là, je suis pas sûr de ma métaphore, mais bon, voilà, tu vous écoutes. C'est quoi votre doute récurrent numéro 1? Moi, c'est des trucs aussi cons que putain, il faudrait que je me lance sur une nouvelle plateforme? Est-ce qu'il faudrait pas que je me remette sur Instagram? Est-ce qu'il faudrait pas que je me mette vraiment sérieusement sur LinkedIn? C'est chiant, toutes ces plateformes-là. Puis il y en a toujours des nouvelles qui sortent avec de nouvelles fonctions et tout. Alors, c'est super dur de... moi, j'ai un peu de nostalgie pour l'époque où tu avais un blog et une chaîne YouTube et il n'y avait rien d'autre qui existait, quoi. C'était simple. Aujourd'hui, c'est rien que ça. Pour moi, c'est source de doute, et il faut que je me maîtrise pour pas changer de plateforme tous les 2 jours. Moi, je pense que mon doute principal en ce moment-là, c'est plutôt des doutes de surface. Le doute de fond, il n'y en a pas. C'est-à-dire que le business, je sais pas si vous dites la même chose. J'en parle de plus en plus parce qu'au début, j'en avais un petit peu honte et je me disais, les gens vont penser que je suis trop prétentieuse. Mais le fait que j'étais née pour être entrepreneur et que ça allait fonctionner, ça n'a jamais été un sujet de doute chez moi. Ça va fonctionner, je sais pas quand, ni comment, ni dans quelle deadline, de quelle manière, mais j'ai cette intuition qui me dit que ça va le faire. Après, c'est plus des doutes de surface. Et je pense que le plus récurrent que j'ai de ces 2 dernières années, c'est entre le trop faire et pas assez faire. Et ça a beaucoup résonné en moi, Ulysse, tout à l'heure, quand plutôt dans cette conversation, tu parlais d'image de marque. C'est à quel moment est-ce que j'ose faire des choses en dehors des sentiers battus? Est-ce que j'ose remettre en question le statu quo qui m'a emmené ici, justement pour passer à l'étape supérieure et donc faire des trucs que je faisais pas avant, me montrer sous un autre angle, tester des nouvelles choses? Ou est-ce que je fais aussi attention à mon image de marque et aux stratégies qui fonctionnent pour moi, et j'adopte une stratégie un petit peu conservatrice et je continue à itérer dessus? Et moi, j'ai un peu toujours cette ambiguïté entre rester et continuer à itérer sur ce qui fonctionne, ou tenter des moves complètement en dehors du cadre pour justement passer au palier supérieur, parce que c'est comme ça aussi que ça fonctionne. Moi, c'est plutôt sur ce genre de décision, quoi. Intéressant. Ouais, moi, j'ai des doutes sur mon ambition. Je sais pas si vous avez ça aussi. Et ça dépend vraiment des jours. Tu vois, il y a des jours où je me réveille et je me dis putain, vraiment, faut que je fasse grossir le business, faut qu'on embauche, faut qu'on passe au niveau supérieur et tout. Et puis des jours où je me réveille, je me dis putain, j'ai juste envie d'être tranquille, quoi, d'aller vivre à la campagne et qu'on me foute la paix. Et ça, c'est terrible parce que vraiment, ça peut changer. C'est le creux de la vague, ça. Mais c'est parce qu'on nous a... Pardon. Vas-y, Manon, vas-y. Ouais, vas-y. Non, mais c'est parce qu'on nous a appris à être dans une logique de croissance. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, mais en fait,
l'argent, tu dis quand j'aurai 10 000 € par mois, je serai tranquille. Et tu passes à 10 000, tu dis je peux avoir 20 000. Et en fait, ça n'arrive jamais, mais c'est tout lié à un système d'éducation aussi qui est en France où c'est comme ça en fait. C'est d'abord, tu as ton diplôme, après tu as ton master, après tu as ton crédit, après tu as ta maison, après tu as le salaire. Et en fait, tu montes. Et dans les entreprises, par exemple, c'est pareil. C'est si tu veux avoir un meilleur salaire, tu es obligé de monter en hiérarchie, de passer manager et de monter ton salaire. Et je pense que même si on est entrepreneur, on est conditionné par cette logique dans la vie, il faut avoir ce truc de croissance en fait. Et je pense que c'est pas une décision qui nous appartient à 100% et qu'on est beaucoup plus... Comment ça ? Qu'on est conditionné en fait et que je pense qu'il y a une pression par rapport à ça, indirecte même avec l'argent, est-ce que tu veux vraiment grossir ta boîte parce que tu as envie d'avoir une équipe et tout, ou dans le fond parce que si la réussite sociale va montrer que tu vas prouver que tu as pu et que tout ça. Et que tu as ta place, Il ne faut pas s'empêcher d'être des êtres humains, hein, de se comparer, de vouloir être meilleur. Je suis vraiment pas d'accord avec toi, Manon, mais... Vas-y, Félix. Moi, c'est hyper cool franchement, c'est hyper cool de croître. Et en fait, quand tu es en croissance, tu as énormément de problèmes qui peuvent se résoudre. Et moi, ce qui m'a complètement, entre guillemets, résolu ce problème-là, c'est ce que dit Jérémy. Jérémy Coleman. Exactement, ouais, avec qui je travaille aussi. Et qui dit « Mon ambition est sans limite du moment que ça nique pas ma vie perso ». Du moment que ça me demande pas plus d'efforts et du moment qu'il n'y a pas de deadline et du coup il n'y a pas de stress, etc. Si tu te projettes, tu dis voilà, je veux faire, même en termes de chiffres, tu vois, par exemple, je sais pas, je veux faire 3 millions par an, mais que tu n'as aucune deadline, en disant que c'est l'année prochaine, etc. Juste t'es dans une dynamique de vouloir faire mieux, tu vois, et c'est toujours hyper gratifiant de faire mieux à tous les échelles de son activité. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est plus l'entreprise grandit et plus finalement tu peux avoir des leviers que tu n'avais pas avant en fait, en termes d'équipe, et justement en pouvant te consacrer vraiment à ce que tu veux faire. Et c'est vrai qu'Antoine, on est dans une phase un peu de transition parce qu'on a... Si on regarde quand même un an en arrière, on a quand même fait des grands pas en termes d'équipe, etc. Alors c'est vrai qu'il y a des petits creux parce qu'on a été vite quand même comparé à... Mais tu verras, dans un an ou deux, tu regretteras absolument pas tout ça, quoi. Non, mais c'est intelligent. En fait, c'est de se dire, tu laisses libre cours à ton ambition naturelle de vouloir progresser en tant qu'être humain et de vouloir être dans le mouvement, mais tu te mets des critères pour être sûr de pas te compromettre pour y arriver, quoi. Et ça, je pense que c'est, tu vois, vraiment prendre le temps d'ouvrir une note, de lister les trucs concrètement. Voilà ce que je veux pas faire, voilà ce que je veux pas faire, voilà ce que je veux pas faire, pour être sûr de, si on a réussi à croître, de le faire sans se sacrifier, quoi. Parce que t'as toujours des conséquences inhérentes à la croissance, tu vois. En nutrition, c'est pas sain de grossir très vite, tu vois. Donc ça dépend, est-ce que tu es prêt à prendre plus de responsabilités? Moi, j'aime bien un peu le format Company of One de Paul Jarvis, par exemple, où tu vas minimiser tes responsabilités, mais tu vas maximiser le profit. Donc, c'est-à-dire, tu fais un max de cash possible sans t'ajouter de contraintes. Tu vois, moi, ça me fait grave peur, la croissance aussi, quoi. Et même, il n'y a pas que le business. Évidemment, si tu me dis, tu pourrais faire plus d'argent, c'est peu d'efforts, etc., go, tu vois, il y a zéro problème. Mais même d'un point de vue notoriété, tu vois, tu te dis, ok, est-ce que jusqu'à combien d'abonnés je suis prêt à aller? Est-ce que 1 million, c'est pas en fait déjà trop? Tu vois, c'est quoi une bonne célébrité, tu vois? Moi, je pense que c'est une célébrité de niche, c'est-à-dire, tu es reconnu par tes pairs. Je sais pas, t'es influenceur Bitcoin, t'es influenceur dans les cryptos, tu vas dans un événement sur les cryptos, tout le monde te connaît, tout le monde te respecte, génial, tu vois. T'es dans la rue, personne te capte. Ça, personne te respecte. Mais en dehors de l'événement. Personne te respecte, ouais. Mais tu vois, moi, je suis sur un sujet qui est plus grand public, l'aventure, le voyage, etc. Et pour revenir au sujet des doutes, ça fera la boucle. Moi, mon plus gros doute, c'est de dire, est-ce que je continue dans un délire de croissance, parce que j'ai même pas que ligne, j'ai YouTube, TikTok et tout, en mode, je vais aller à 1 million d'abonnés sur chaque plateforme, quitte à ce que ça me pourrisse la vie, tu vois, parce que j'ai l'impression, moi, ça me, tu vois, le feed, on n'est pas
câblé pour s'exposer autant, pour avoir autant de commentaires, pour recevoir autant de jugements, tu vois, qui est parfois très souvent positif, mais aussi négatif. Versus, ok, là j'ai déjà atteint une notoriété qui me suffit, je vis très bien avec mes formations, etc. J'ai pas forcément besoin de... Enfin, je peux prendre du temps pour aller... Là, tu vois, je suis dans une cabane, là, pas en train d'écrire mon livre, et je vais plutôt m'orienter sur du temps long, c'est-à-dire faire un documentaire, un film, faire un film et un livre par an, par exemple, et un peu les réseaux pour faire le marketing de ce truc-là, et je serai moins connu, c'est clair, mais je construis des œuvres dans lesquelles je serai fier, etc. Tu vois. Donc c'est plus de la croissance personnelle, mais différent. Enfin voilà. Du coup, je vous envoie aussi un peu la question de croissance en termes de notoriété. Quelle est selon vous une bonne célébrité? Quel stade vous aimeriez atteindre et quelle est votre limite? Et moi, jamais j'aimerais la vie de Squeezie, tu vois. Genre pas pouvoir sortir tranquille. C'est horrible. Ouais. Là, Thibaut Inchep en parlait. Il te parle qui doute, qui pense à s'expatrier, tu vois, mais pas pour les impôts ou quoi que ce soit. C'est juste parce qu'il est reconnu tout le temps dans la rue, mais c'est horrible. Mais en fait, t'es un trophée. Quand t'es une personne connue, non mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Ulysse. Et je pense que quand t'es une personne connue en dehors de ton domaine d'expertise, en fait, tu deviens un trophée. C'est-à-dire que les gens veulent une photo avec toi pour pouvoir le montrer à leurs amis parce que t'es le mec qui est connu, parce qu'ils t'ont vu, je sais pas où. Mais parfois, ils savent même pas ce que tu fais. Parfois, ils connaissent même pas ton nom, quoi. C'est délirant. Et en fait, je suis complètement d'accord avec le fait de chercher le juste niveau de notoriété. Et j'en suis arrivé à la même conclusion que toi, qui est le juste niveau de notoriété, c'est d'être connu et respecté dans une niche, c'est ça, dans un domaine où les gens s'intéressent à ce que tu racontes et pas juste ah bah tiens ils ont déjà vu ta tronche et donc ils veulent une photo avec toi. Mais dès que ça sort de ce domaine-là, que tu commences à faire du grand public, ça devient l'enfer. Et j'avais eu cette conversation justement avec Chris de Poisson Fécond. Il me disait quand il passait devant un collège, il traversait la rue et il baissait la tête, quoi. Parce que il disait sinon je vais juste passer un mauvais moment et ça me saoule, j'ai juste envie d'être tranquille aujourd'hui. Et en fait, c'est plus une vie. Et quand il t'arrive en plus une merde et que t'es connu, l'amplification de la merde est à un niveau complètement délirant, tu vois. Tu deviens ultra vulnérable en fait. Ah ouais, ça va être insécurisant au possible. Enfin, ça va être l'enfer. Donc ouais, cible aussi. Tout le monde a envie de te. Ouais. Moi, je pense que si aujourd'hui j'étais Pierre Palmade ou Norman, mais j'irais juste aller le plus loin possible. Tu vois, j'irais au Mexique ou je sais pas où, un endroit où les gens me connaissent pas. Et j'éviterais les touristes français, quoi. Parce que tu vois, tu te balades dans la rue, tu te dis, il y a des gens, ils savent qui je suis et ils me détestent. Et moi, je les connais pas, tu vois. Ouais. C'est difficile de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête comme ça. Et c'est pour ça que l'argent est un bon objectif, je trouve, parce que l'argent apporte des vrais bénéfices dans la vie, des bénéfices ultra concrets, que la notoriété n'apporte pas forcément. Tu vois, la notoriété a vraiment son lot de gros problèmes qui viennent avec, quoi. C'est Naval qui dit ça. Il dit vaut mieux être riche et inconnu que pauvre et célèbre. Ouais, pauvre et célèbre, ouais. Après, la notoriété, mais t'es pas en France, c'est très bien. Hein. Tu as un levier d'influence justement pour faire de l'argent, mais t'as pas les désavantages. Donc, pour chercher vraiment la notoriété, il faut être prêt à partir parce que c'est. C'est quand même un choix de vie, ce que Félix dit tu peux dire que tu vas être connu, mais tu vis pas en France, mais peut-être 10 ans après, tu as envie de revenir en France, c'est ça. Tes parents tu rayes quand même de la liste ton pays de naissance, c'est chaud, quoi. C'est pas facile. Non. Moi, peut-être un jour, je reviendrai, tu vois. Donc, tu vas être ultra stable, ça fait 10 ans, là, t'es en Roumanie, t'es tranquille. Attends, ouais. Bon, ça a changé, la Roumanie, là. C'est pas plus être l'Eldorado, là. Ah bon ? Pourquoi ? Pourquoi t'es allé en Roumanie ? Bah, c'est conjonction de facteurs, qualité de vie. J'avais aussi j'avais envie d'avoir un nouveau cycle. J'habitais en Suisse pendant 5 ans et ouais, j'en avais marre. Je voulais un nouveau cycle et donc j'ai voulu faire une expérience un peu plus radicale. Et voilà, la Roumanie, c'est un pays qui a une culture qui est forte, intéressant et voilà, les impôts aussi, on va pas se cacher, ça fait partie du package. Puis moi j'ai rencontré mon compagnon sur place, donc ça quand même, voilà, je me suis attaché au pays et on est bien comme ici, tu vois. Et c'est sympa la Roumanie. Les gens ne savent pas forcément, mais je suis allé plusieurs fois et il y a une très bonne qualité de vie. Ouais. Et là, tu te projettes encore dans ce pays ou tu disais ça a changé aujourd'hui,
Moi aujourd'hui, je me projette plutôt à avoir une base et on va peut-être commencer à voyager. Et pardon pour le climat, mais on ira probablement vivre peut-être 3 à 6 mois en Asie, soit en Corée, soit au Japon. Et voilà. Sympa. Trop cool. C'est quoi votre relation avec votre entourage? Est-ce que vous l'incluez dans votre business, dans vos décisions business, ou est-ce que vous essayez vraiment de séparer les pôles de votre vie? Tu parles de l'entourage perso, genre Ouais. famille, amis, etc., ou même Ouais. l'entourage pote business Non, vraiment, je pense perso. Aline, par exemple. Du coup, ouais, je peux commencer. Au tout début, je demandais beaucoup de conseils parce que j'ai la chance incroyable d'avoir un père qui était entrepreneur. Bon, l'entrepreneur des années 80 avec l'usine et trucs comme ça, mais quand même. Et autant d'un point de vue marketing, il donne pas de conseils, autant d'un point de vue de mindset, il m'a débloqué des situations de folie. Mais après, passer un stade, là aujourd'hui, j'en suis vraiment arrivée à un moment où j'adore partager avec eux ce que je fais ou ce que j'ai fait et ils se réjouissent toujours pour moi. Mais il n'y a plus de je demande conseil ou je me confie sur des doutes. C'est juste je raconte ce qui a été fait. Par contre, quand j'ai besoin de conseils, quand j'ai des doutes, quand j'ai besoin d'être aiguillée, quand j'ai besoin de mentorat, quand j'ai besoin de partage d'expériences, de feedback, etc., là, ça va plutôt être sur l'entourage professionnel. Moi, pendant longtemps, je suis parti un peu en solo player, tu vois. Je suis parti voyager pendant le confinement. Donc, à la fin du premier déconfinement, je suis parti. Après, il y en a eu plein d'autres et tout. Donc, moi, j'allais juste dans les pays où je pouvais aller, etc. Du coup, j'étais loin de tout mon entourage pendant 2 ans. Je sais pas, j'étais dans une dimension de je vais faire les trucs à ma sauce, de mon côté, je vais me prouver les trucs à moi-même, etc. Aujourd'hui, je commence à les réintégrer un petit peu. Je leur demande jamais de conseils business parce qu'ils sont pas du tout là-dedans. Tu vois, ma mère, elle est médecin. À chaque fois qu'elle me donne son avis sur son business, ça m'angoisse, quoi. Je suis en train de lui dire, viens, tu fais plus ça, tu vois. Je vois très bien. Mais je les aime beaucoup et enfin, je sens pareil que j'ai envie de recréer plus de liens. Et là, vu que je suis libre, là, je suis en France, je passe beaucoup plus de temps avec ma famille aujourd'hui, etc. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai mis beaucoup d'efforts ces 2 dernières années à créer ce que j'appelle une tribu. Donc, c'est des gens qui me ressemblent, qui comprennent ce que je fais, qui s'exposent, qui créent du contenu, mais pas forcément, tu vois, sur YouTube ou sur LinkedIn, mais d'une manière ou d'une autre. Bref, avec qui on parle la même langue et avec qui on peut être challengé sur nos idées, partager nos doutes, nos peurs. Manon est un des piliers de ma tribu depuis qu'on s'est rencontrés. C'était à Tenerife. J'avais loué une maison où j'avais proposé à un certain nombre de personnes de venir faire du freediving avec moi et avec Stéphane Taureau, qui est vice-champion du monde d'apnée. Et ils nous avaient tous entraînés, etc. Manon était venue. On avait grave accroché. Et maintenant, tu vois, je pense que 80% de mon cercle proche aujourd'hui est constitué de gens que j'ai rencontrés dans les 3 dernières années. J'ai radicalement changé mon cercle amical aussi, parce que je me sens plus forcément aligné, ou j'ai l'impression de ne plus avoir grand-chose à partager avec les gens, tu vois, par exemple d'école d'ingé ou quoi. Mais j'ai juste fait la paix avec ça à un moment donné. J'ai gardé juste quelques personnes qui sont très piliers, avec qui j'ai des relations complètement désintéressées. Et quand je vais les voir, je ne vais pas leur demander leur avis sur mon business ou quoi, mais c'est juste, je peux être 100% moi-même, en slip, sur le canapé, sur mon téléphone, et genre, ils vont zéro me juger, ils s'en foutent, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Donc ça, c'est des relations qui ont beaucoup de valeur. Et maintenant, je réfléchis même à installer ma tribu. J'ai l'impression que c'est un peu la prochaine step pour moi. C'est-à-dire comment je peux concilier tout ça, avoir un lieu, des lieux un peu totems dans lesquels on peut se rassembler. Et voilà, donc c'est un peu mes questionnements du moment. Mais la tribu a une place fondamentale hyper importante et de plus en plus. Alors qu'au début, j'étais vraiment en mode solo player, quoi. Est-ce qu'on fait déjà le fait de, tu vois, tu dis de sédentariser la tribu, et est-ce qu'on fait déjà en test, en voyageant tous ensemble, ce qu'on a fait beaucoup ces 2 dernières années, quoi. Ouais. Et qui est accélérateur sur certaines choses. Ouais, tu vois, avec Manon, on a été dans plein d'endroits déjà, enfin, ensemble, et c'est trop bien, et ça crée des relations qui sont beaucoup plus profondes aussi, parce que c'est pas forcément des relations par défaut, parce qu'on a étudié au même endroit, parce qu'on est né au même endroit, c'est on est allé se chercher parce qu'on voulait connecter. Et en fait, on n'a pas peur d'entrer tout de suite dans des conversations profondes. Tu vois, même Antoine, on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, et direct, on a parlé de trucs hyper deep, tu vois. C'était ouf. Et moi, je me sens mieux là-dedans. Ouais. C'est un des avantages. On parlait des avantages d'avoir une petite notoriété de niche. C'est un des avantages aussi, c'est qu'on a plus de facilité à rencontrer les gens. Et tu peux presque choisir les gens avec qui tu as envie d'être pote, en mode, ce créateur sur LinkedIn, je l'aime bien, il a l'air cool et tout. J'aimerais bien aller boire un verre avec lui. Souvent, tu lui proposes, si tu es un petit peu connu, qu'il voit qui t'es, il va dire oui.
Et en fait, ça peut matcher très vite. Et c'est vrai que moi, ces dernières années aussi, je me suis fait un vrai entourage d'entrepreneurs, de gens avec qui j'aime bien, de gens que j'aime bien en tant qu'humain, tu vois, pas seulement par rapport à ce qu'ils ont fait. Et ça a été assez facile finalement de les intégrer parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand j'envoyais un message, il fallait que je fasse cet effort-là que je faisais pas avant. En fait, quand j'envoie un message à quelqu'un en lui disant est-ce que tu vas aller boire un verre ou faire un déj, en fait, la plupart du temps, les gens ils disent oui, quoi. Et c'est génial. Et ça, c'est quelque chose que on peut pas faire quand on n'est pas dans ce milieu-là. On a une sorte d'entourage par défaut quand on bosse avec une équipe et tout, qui est bien, mais avoir vraiment des amis choisis quand on est adulte, c'est beaucoup plus compliqué, j'ai l'impression. Complètement. Et c'est dur de mettre en place aussi. Enfin, moi, je trouve que les ruptures amicales et faire la paix sur le fait que tu vas plus voir telle personne parce que tu préfères prendre ce temps pour aller connecter avec quelqu'un d'autre qui te ressemble plus aujourd'hui, c'est très dur. Moi, ça a mis du temps avant que je fasse la paix avec ça pour me dire, ok, c'est fine en fait si je vais pas à ce week-end où tous mes potes sont parce que j'ai envie d'aller vivre ça avec quelqu'un d'autre, tu vois. Là-dessus, sur l'entourage, tu vois, moi j'ai des entrepreneurs avec qui on discute hyper souvent business, etc. Par exemple, je parlais de Jérémy, tous les jours il m'envoie, j'ai ma boîte mail qui est spammée, il m'envoie tiens, il y a Taylor là aux US qui a fait un email, etc. Il me les transfère, etc. On parle après sur Telegram, etc. Donc lui aussi, tu vois, il est dans une recherche où il a envie de discuter stratégie, business, etc. Donc ça c'est hyper enrichissant d'avoir des espèces de binômes ou des gens qui partagent ce même besoin et pouvoir échanger. Après, sur l'entourage, moi, j'ai inclus mon compagnon dans mon entreprise, il travaille avec moi et ça change pas mal de choses parce que je partage avec lui aussi les doutes, la direction, la vision, etc. Le fait de lui en parler, ça m'aide d'en parler, même si je demande pas spécialement des conseils, mais il me les donne, il me les donne même si je le demande pas. Et des fois il a raison et il me remet dans le droit chemin et tout. Donc c'est bien de pouvoir partager ça. Puis j'ai des amis avec qui voilà, on s'appelle, etc. Pas forcément de pression business, mais voilà, il y a différents cercles. Ouais. C'est pas pour ça que je vais pas passer du bon temps avec eux, quoi. Mais voilà. J'aime bien aussi discuter de ça avec entourage proche, même s'ils ont rien à voir avec le business, parce que nous, il y a aussi un défaut, c'est qu'on est peut-être trop la tête dedans aussi, et parfois c'est difficile d'avoir du recul. Et ce que l'entourage proche peut avoir, que nous on n'a pas, c'est justement le regard d'une personne lambda. Moi, parfois, je me rends compte si je fais des pages de vente, on me dit c'est moche, et moi je le vois pas parce que moi je vois le taux de conversion. Je pense pas, est-ce que c'est élégant, est-ce que si on montre ça à n'importe qui dans la rue, il va trouver ça bien, etc. Et ça peut être intéressant d'avoir ce genre d'insight. Est-ce que tu arrives à faire une distinction vie pro, vie perso, surtout avec ton compagnon, vu qu'il est impliqué dans ton business, etc. Est-ce que vous arrivez à vraiment déconnecter de ça, ou c'est quoi la part que ça prend du coup dans votre vie? C'est une bonne question et c'est d'autant plus un enjeu quand tu es en couple, tu travailles ensemble et que tu vis dans on est au même endroit, etc. toute la journée, etc. Ce qu'on a mis en place, c'est que chacun a sa pièce. Et ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Même c'est pas assez. Donc là, on a un nouveau projet. On a acheté 2 appartements séparés et un qui va servir de bureau dans le même immeuble, etc. Donc moi, je vais partir de notre appart perso, voilà, dans un bureau séparé pour être vraiment tranquille, etc. Absolument pas dérangé. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on parle pas business non plus toute la journée. On a juste des temps ensemble, voilà. On n'est pas collés toute la journée, quoi. Donc c'est pas trop un enjeu. Voilà. Après, je suis pas parfait non plus. Et c'est vrai que là, on a testé une manière de vivre qui était un peu de s'excentrer, de partir dans une zone résidentielle. C'est un peu le comment dire, le milieu entre la campagne et la grande ville. Donc on est un peu isolé. Donc c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir des activités, etc. Et on voit que ça nous correspond pas forcément. Mais voilà. C'est pas un problème pour moi, mais je sais pas si j'ai répondu à ta question et voilà. Non, j'étais juste curieux de savoir un peu comment vous organisez ça. Vas-y Antoine. On peut terminer par les coups de cœur. Si vous voulez, je vais commencer. Donc moi, je suis tombé hier soir
sur les dernières vidéos de Lena Situation. Donc tout le monde connaît Lena Situation. Pareil. Ah ouais, elles sont incroyables, je les ai regardées aussi, ouais. Non mais c'est fou. On est en France. Rappelons qu'on est en France. On a quand même une des plus grosses, si c'est la plus grosse youtubeuse française, qui fait une série de 3 vidéos qui font plus d'1 million de vues pour raconter son expérience business, pour raconter l'ouverture de ses pop-up stores, toutes les galères qu'elle a vécues, toutes les tâches qu'elle a dû faire. Elle donne des checklists, elle donne tout ce qu'il faut pour pouvoir faire pareil. Ses échecs, les leçons qu'elle a tirées de ses échecs, les succès, comment elle le referait si elle devait le refaire. Et c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable d'avoir ce genre de personnalité en France au milieu d'influenceurs qui font que du divertissement, qui vont jamais prendre le temps d'expliquer, de partager les coulisses, de partager la valeur qu'il pourrait y avoir derrière. Elle le fait. Et ce qui est fou, donc les 3 vidéos s'appellent J'ai lancé ma marque et c'était un flop. La deuxième s'appelle Parlons de thunes et la troisième s'appelle Le succès mais à quel prix. Et ce qui est fou, c'est que à cause de ça, elle s'en prend plein la gueule. Alors, elle a une grosse base de fans, heureusement, et elle arrive à toujours rester positive, ce qui est incroyable. Et genre, premier pop-up store qu'elle ouvre, ils vendent de la cuisine vegan. Ses parents se prennent des œufs sur leur porte parce qu'il y a des mecs qui sont pas d'accord avec le fait de vendre la cuisine vegan. Et c'est tout le temps ça. À chaque fois qu'elle fait un truc, à chaque fois qu'elle se montre, à chaque fois qu'elle dit un mot, elle se prend une pluie de haters, de cassos de Twitter. Et elle arrive malgré ça à relever la tête, à rester positive et à transmettre dans ses vidéos des putains de bonnes valeurs, quoi. Elle transmet des valeurs. Elle a beaucoup été inspirée par Casey Neistat. C'est elle qui monte elle-même ses vidéos. C'est super bien monté. Il y a un méga bon storytelling. Elle importe des valeurs de succès individuel, de famille, d'amitié. C'est des choses qui, je pense que c'est une bonne éducation pour la plupart de son audience. C'est des jeunes filles qui regardent ça. C'est une bonne éducation pour les jeunes filles qui regardent ça, qui montre quelque chose de pas superficiel, quelque chose de réel, avec les défauts, les difficultés, etc. Elle le fait d'une manière qui est très bien. Elle sait se raconter. Elle sait se mettre en scène pour rendre ça intéressant. Et moi, je suis pas un consommateur régulier de ce que fait Lena Situation, mais de temps en temps, je tombe sur des pépites comme ça et je prends des notes, quoi. Et je me dis, mais c'est génial, en fait, de prendre des notes sur une des plus grosses influenceuses / créatrices de contenu de France. Donc, j'invite tous les gens à aller voir ces 3 vidéos et à respecter cette créatrice parce qu'elle est dingue, quoi. Incroyable. C'est dur de passer après ça. J'ai vu les vidéos aussi et j'ai trouvé ça... incroyable, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle construit. Elle le fait avec beaucoup de cœur et d'intelligence aussi, de stratégie. Moi, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur indétrôné et indétrônable depuis plus d'1 an. C'est un livre que j'ai lu qui a révolutionné non seulement ma productivité, mais ma manière de me focus dans mon business et l'art de rester concentré sur les bonnes choses. C'est, je pense que beaucoup d'ici le connaissent déjà, The One Thing, l'art d'aller à l'essentiel de Gary Keller, qui est juste une pépite, qui se lit très bien et qui surtout, tout ce que j'ai dit avant, quoi. Ok. Ulysse ? J'en ai plusieurs, là. Je réfléchis auxquels, mais le truc qui m'a le plus marqué dans les derniers jours, vraiment, j'ai vu un documentaire là sur Netflix qui s'appelle The Deepest Breath sur le freediving. Donc c'est de la plongée en apnée. Et ça raconte l'histoire d'une femme qui cherche à battre le record du monde. C'est une Italienne et qui va aller vraiment au bord de ses limites, à enchaîner des syncopes, etc., à frôler la mort. Et de sa rencontre avec le safety, on va dire, le plongeur qui organise la sécurité des autres plongeurs, peut-être le plus célèbre du monde. Et c'est pas forcément une histoire qui finit bien, mais c'est incroyable. Et moi, j'avais fait un peu de freediving, ça m'a grave touché. Et ça m'a même fait pleurer et tout. Donc, bref, c'est un sacré documentaire pour ceux qui veulent avoir un peu des frissons, de voir des gens aller à plus de 100 mètres en apnée et de comprendre leur quotidien et les enjeux qu'ils ont. Parce qu'il y a des vrais enjeux de est-ce que tu dois toujours pousser, où est-ce que tu dois t'arrêter, comment tu prends en compte ton entourage dans ce genre de truc. Enfin voilà, moi c'est trop ma came. Genre j'avais adoré Free Solo, ce genre de truc. Voilà. Manon ? Moi je vais donner une étude parce que je suis en train de beaucoup la travailler et la lire pour en faire une série de plein d'éditions de ma newsletter et de posts LinkedIn. Et c'est juste une étude en fait qui a été faite, vous la connaissez sûrement, c'est une étude d'Harvard ça s'appelle Adult Development, sur qu'est-ce qui fait que les gens âgés vieillissent en étant heureux et en bonne santé. C'est quoi les facteurs ? Et en fait, c'est une étude... moi qui m'a retournée et qui m'a bouleversée parce qu'elle a commencé dans les années 30. Et en fait, pendant plus de 70 ans, c'est des chercheurs d'Harvard qui ont suivi le même groupe de personnes. Donc, ils ont pris un échantillon d'environ 700 hommes à Boston. Et ce qui est incroyable avec cette étude,
et qui se voient pas dans d'autres études, c'est qu'ils ont suivi les gens tout au long de leur vie, alors que d'habitude les études sur par exemple qu'est-ce qui rend heureux les gens, on leur pose des questions quand ils sont âgés et on leur dit c'est quoi qui t'a rendu heureux dans ta vie, c'est quoi tes regrets, on part tout le temps de l'histoire passée des gens, alors que là tous les 2 ans eh bien, ils ont des questionnaires, ils ont un suivi médical, des prises de sang, et en fait c'est quoi la clé du bonheur, c'est quoi la formule du bonheur qui fait que tu vas vieillir en bonne santé. Et du coup, pendant 70 ans, ils ont suivi un groupe de personnes qui étaient divisées. Il y avait des gens privilégiés qui étaient des jeunes hommes qui étudiaient à Harvard et des gens dans des quartiers défavoris de Boston. Et comme ça, ils se sont dit, on va voir en fait c'est quoi les facteurs qui font qu'à la fin, la personne va être heureuse et en bonne santé. Et quand c'est en bonne santé, c'était pour voir les différences, par exemple, des personnes âgées qui finissent avec Alzheimer, qui finissent avec des maladies cardiovasculaires, qui ont plein de problèmes aussi physiques. Et aujourd'hui, ils suivent les enfants de ces personnes. Donc, c'est une étude qui continue actuellement. Et du coup, c'est incroyable en fait d'avoir autant de données, de data et d'avoir aussi la formule du bonheur où ils ont vu que le truc numéro 1, et ça rejoint ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est les relations chaleureuses. Les relations chaleureuses, le cercle proche de qualité et que du coup, quand on creuse l'étude, ça montre à quel point aussi le niveau, quand tu pars de l'échelle sociale, les gens défavorisés, en construisant un cercle proche de qualité, augmenter leurs revenus, avaient plus confiance en eux. Et je trouve que c'est ultra pépite et c'est mon coup de cœur parce que c'est des trucs qu'on nous apprend pas, et alors que le bonheur peut se construire en fait et que ça se trouve pas. Félix, pour finir. Difficile de passer après ça. Merci pour le partage. T'as une nouvelle pâte à tartiner peut-être à Non, mais j'ai quelque chose. Moi, je suis passionné par découvrir des business que je connais pas et de voir comment les gens réfléchissent, etc. Et je suis tombé sur le podcast de Victor Laura là sur le frugalisme, le FIRE, etc. Et il y avait une interview en 2 parties d'un restaurateur à Paris qui détient plusieurs restaurants, une brasserie, etc., avec différentes manières de faire, etc. Et c'était hyper intéressant pour moi de m'immerger dans ce monde, d'avoir quelqu'un qui parle de son business, mais qui a rien à voir avec nous, tu vois. Et donc voilà, moi je trouve ça hyper passionnant et voilà. Top. Bon, on mettra tous les liens dans la fiche à télécharger. Merci beaucoup Manon, Félix, Aline et Ulysse d'être venus. C'était super cette conversation. Très cool. Et puis, merci pour l'invitation. On mettra aussi en dessous dans la description les liens vers ce que vous faites. Et à la prochaine. Merci. Merci à tous, c'était trop top. Cool, bisous à tout le monde. Salut, merci. J'espère que cet épisode t'a plu. Maintenant, j'ai un mot pour toi qui l'as regardé. Beaucoup de valeur a été échangée. Et il y a peut-être des infos que t'aurais aimé garder, un lien qui aurait pu être utile. Et si t'as pas pris de notes, j'ai une bonne nouvelle, je l'ai fait pour toi. J'ai résumé tous les moments forts de cette émission avec les liens vers les outils dans une fiche que tu peux télécharger gratuitement maintenant. Pour le recevoir, il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou d'aller sur yumpodcast.com, d'entrer ton mail et je t'envoie ça tout de suite. Le lien est dans la description ou sur yumpodcast.com. Et si cette émission t'a plu, n'hésite pas à nous laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Ça nous aidera à nous faire connaître et ça soutient mon travail. Merci beaucoup et à la prochaine.